Bonsoir, bonjour, bon réveil, je ne sais pas à quel moment vous m'écoutez, mais on est parti pour un petit podcast audio, ou petit, je sais pas, on verra, sur le livre The Compound Effect, que j'ai lu en anglais, et que je vais vous retranscrire en français du mieux que je peux, avec mes mots en tout cas. Donc, The Compound Effect, il fallait absolument que je fasse un podcast dessus, parce que déjà toute occasion de faire un podcast est bonne, et ensuite parce que j'ai trop kiffé ce livre, vraiment, et j'ai compris autour de la page 40 que j'allais faire un podcast dessus. Donc avant, j'avais pas pris beaucoup de notes, après j'ai commencé à prendre des notes sur absolument chaque partie, parce que en fait il y a 5 gros chapitres dans lesquels il y a plein de petites histoires qui sont entrecoupées. C'est un peu comme ça que fonctionnent en général les bouquins de dev perso, et pour ceux qui se demandaient, du coup c'est un bouquin de développement personnel, sur le pouvoir un peu de l'effet cumulé, si on traduit littéralement le titre. Première chose que j'aimerais dire, c'est que je pense que pour toute personne qui veut commencer à se prendre en main ou s'intéresser au dev perso, c'est à mon avis une approche ultra vulgarisée. Il y a plein de choses que j'ai vues dans ce livre que je mets déjà en place et qui m'apportent des résultats assez importants. Donc je pense que c'est vraiment un truc vachement intéressant comme première approche et vachement vulgarisé, sachant qu'il y a quand même des choses, putain, il y a vraiment des gosses qui pleurent à cette heure-là, putain. Bon bref, je pense que c'est vraiment une approche qui est certes vulgarisée, mais dont on a quand même toujours quelque chose à apprendre, et ça reste un boost de motivation exceptionnel. C'est vraiment un de mes livres préférés de l'année pour l'instant. Bon, là on est en mai à l'heure où je tourne ce podcast, et j'ai pas lu énormément de livres cette année, beaucoup moins que ce que j'aurais aimé, mais bête de livre. Donc, ce que je pense aussi, c'est que je vais renvoyer vers un autre podcast, un autre retour sur lecture que j'ai pu faire, qui est le retour sur lecture sur 12 règles pour une vie, dont j'ai eu des super retours, qui n'étaient pas exactement le même format que là, où je résume chaque paragraphe, mais à la place j'ai plutôt lu un paragraphe de chaque chapitre. Et je pense que c'est deux livres qu'on peut mettre en combinaison pour avoir une très bonne première approche du développement personnel. Je pense que c'est vraiment plutôt un bon plan de ce côté-là, parce que les 12 règles pour une vie, elles vont permettre de bien comprendre l'intérêt de prendre en main sa vie, et ça donne, on va dire un petit peu en un sens, le principe clé pour avoir de la réussite dans ce qu'on fait, et dans les choses à mettre en place aussi. Et je vous conseille aussi, je me suis noté Le pouvoir des habitudes. Je l'ai écouté en livre audio il y a, je dirais, peut-être 2 ans, un truc comme ça. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi je recommande également Le pouvoir des habitudes, en plus de ce bouquin-là. Et ben écoutez, on est parti. Il y a pas mal de chapitres, de pages, d'exemples dans lesquels il y a des, comment on pourrait dire ça, des illustrations, avec des graphiques, avec des schémas, etc., qui parfois ajoutent à la compréhension. En général, c'est quand même plutôt bien détaillé, et j'ai jamais eu besoin. Souvent, les schémas étaient sur une autre page parce qu'ils prennent beaucoup de place, et il fallait tourner une page, et j'ai rarement eu besoin de voir le truc pour comprendre l'exemple, donc voilà. Bon, on va commencer avec le premier exemple, qui est l'exemple du Magic Penny, donc le centime magique, on pourrait traduire ça en français. En gros, c'est un exemple qui est vachement intéressant parce qu'il est chiffré, et c'est facile de se représenter l'impact. Et en tant que tel, il nous intéresse pas parce que jamais de la vie on va faire face à ce genre de dilemme. Mais c'est intéressant pour illustrer le fait que dans des domaines qui sont un peu plus difficiles à quantifier, à chiffrer, le principe est le même, la progression est la même. Dans le sens où, vous allez le voir, même quand une grande partie du temps vis-à-vis de la deadline est passée, on a l'impression que l'impact est super faible. Mais c'est vraiment sur la fin et sur le très long terme que ça va faire la différence. Si vous deviez choisir entre gagner 1 centime aujourd'hui et il double tous les jours pendant 31 jours, ou 3 millions de dollars aujourd'hui, ou 3 millions d'euros plutôt, on va convertir vu qu'on est européen. Bon, la plupart des gens, s'ils ont déjà entendu parler de ce truc, ils prendront bien évidemment le centime. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce que au bout du 10e jour, ça fait 5,12 €. Waouh. Un salaire YouTube mensuel, cool. Ouais, ça fait pas énorme quoi, on va pas se mentir. Au bout de 20 jours, donc il vous reste seulement 11 jours, vous êtes à 5243 €. C'est cool, franchement c'est cool. Franchement, ouais, 5000 balles en 20 jours, ça fait plaisir. Mais l'autre il est à 3 millions quoi, donc il y a encore des questions à se poser. Mais bon bref, ça continue, et à la fin, le 31e jour, vous vous retrouvez avec 10 737 418 € et 24 centimes. Donc 3 fois plus que celui à 3 millions. C'est-à-dire que la veille encore, vous aviez un peu plus. Le jour d'avant, vous étiez encore bien en dessous. Ah, bien en dessous, ouais. Vous étiez encore en dessous. Le jour 29, vous étiez encore en dessous des 3 millions.
le jour 31, vous êtes à plus de 3 fois plus. C'est insane. Donc, là pour le coup, c'est un exemple, comme je disais, bien parlant du... Ouais, je vais vous montrer la courbe après, pour ceux qui sont sur la vidéo YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, tous les liens ils sont en description de la vidéo YouTube et en note de l'épisode sur les plateformes d'écoute pour retrouver mes différents réseaux sociaux. Il y a un Insta hein, pour le podcast aussi, si jamais RQLV Podcast. Donc, du coup, en fait, comme on peut le voir ici, donc pour ceux qui ne le voient pas, le principe est assez simple, c'est un peu comme une courbe exponentielle où au début on voit très très peu de différence, et à partir de la fin de la période qui est donnée, autour du jour 26-27 sur le graphique, on voit un changement énorme. Et donc, ça c'est pour le Magic Penny, mais on a également un exemple avec 3 personnes. Prenons 3 personnes, 3 potes, il y en a un qui voilà, il remet pas son style de vie en question, il reste pareil. Il y en a un, c'est de pire en pire, c'est-à-dire que chaque jour il fait un peu moins de sport, chaque jour il mange un peu plus, chaque jour il dépense un peu plus. Et il y en a un, c'est l'exact opposé, il s'intéresse au développement personnel, il veut se reprendre en main, il veut faire du sport, il veut manger moins, il veut maigrir, il veut économiser de l'argent. Et ben au bout de 27 jours, ou 27, je crois que c'était en mois, ouais 27 mois, au bout de 27 mois, il y a encore très peu de différence. Voilà pour le coup je me permets de douter un petit peu, mais ce n'est que mon avis. Au bout de 31 mois, la différence, elle est énorme. Parce que, je crois qu'il parlait en termes de calories, le cumul n'est pas énorme jusqu'au 27e mois, mais après ça commence à vraiment devenir énormissime et l'impact devient ouf. Et le principe, c'est que en fait, c'est un petit peu le... Je me demande si on peut pas relier ça à une de mes vidéos sur les cycles que j'ai posté il y a pas très longtemps. Donc je vous la mettrai en description si besoin. Mais le principe, c'est que quand tu mets des actions en place, c'est comme quand tu veux essayer de mettre un train en marche. Au début, ça demande une énergie folle parce que tu as une masse super lourde qu'il faut activer et mettre en route. Mais après, si tu arrêtes d'appuyer sur l'accélérateur, enfin je sais pas comment ça fonctionne pour les trains, tu vois, mais si tu arrêtes de le faire avancer, il va continuer d'avancer sur des dizaines, voire des centaines de mètres si tu mets pas le pied sur le frein. Parce qu'il a accumulé cette inertie, et pour le stopper, ça va demander presque autant d'efforts que ce que ça a demandé pour le débuter. Donc tu peux te permettre des pauses en cours de route, parce que tu as construit cet élan qui te donne une longueur d'avance énorme sur tout le monde. Et c'est ce principe-là qu'il faut garder en tête, et qui est vraiment le point clé du livre en fait. Est-ce que l'auteur essaie de nous faire comprendre. Et à travers ça, à partir du moment où on a compris, bon bah c'est très cool. Mais maintenant, comment est-ce qu'on peut le mettre en place? Quels sont les outils qu'on a à disposition? Et comment est-ce qu'on peut voir cet impact-là? Le premier principe du coup, bon, vous y êtes certainement familier si vous écoutez mes podcasts et que vous passez sur mes live Twitch, c'est une mentalité que je partage beaucoup, c'est d'essayer de prendre la responsabilité pour tout ce qui nous arrive et pour tout ce qui se passe autour de nous, pour notre environnement, les erreurs, les échecs auxquels on peut faire face, les victoires aussi. Et partir du principe qu'on a toujours un impact pour changer l'issue de comment s'est déroulé cet événement et comment notre environnement nous influence. Dans le sens où, je sais pas si des exemples là-dessus, mais dans le sens où n'importe quoi qui nous arrive, où on a l'impression de le subir, on aurait pu potentiellement s'y préparer en amont, l'anticiper, voir des signes avant-coureurs. Le premier exemple qu'il cite, c'est l'exemple de relationship, donc les relations des couples. La question qu'il demande, c'est, il y a une personne qui lui a posé la question, quel pourcentage de responsabilité tu as dans le fait de faire fonctionner ton couple, ta relation? Et bien évidemment, il y a des personnes qui répondent 50-50, il y en a qui répondent 51-49%, il y en a qui disent 80-20, principe 80-20, loi de Pareto, vous connaissez, et lui il dit que la bonne réponse c'est 100% et 0%. Tu ne dois pas attendre de l'autre personne qu'elle bosse là-dessus. Alors bien évidemment, si elle est dans la même mentalité, tu auras 100%, 100%, tu auras 200% au total, donc ça devrait fonctionner normalement. Alors c'est que vraiment, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, mais bon. L'idée c'est de toujours aller chercher qu'est-ce que nous on peut faire, qu'est-ce que nous on peut faire pour atteindre ce but, pour éviter cette défaite, pour avoir un impact et maîtriser cette situation, pour qu'elle aille dans la direction qui nous convient. Et ça vaut pour tout. Plutôt que de se plaindre de ce qui nous arrive, on va regarder comment on aurait pu l'éviter, comment, si jamais ça devait se reproduire, on ferait en sorte de ne pas subir cette situation ou d'éviter qu'elle se produise. C'est vraiment un truc de fou comment la différence entre des gens qui se plaignent et des gens qui font le taf pour éviter des problèmes ou pour ne plus subir leur vie, c'est vraiment fou. Ça n'a rien à voir en termes de mentalité, en termes de
de personnalité, en termes de... même en termes de l'envie que tu peux avoir de passer du temps avec ces personnes-là. Les personnes qui se plaignent, qu'on se mette bien d'accord, c'est quand même assez relou. Quand même, je crois qu'il y a personne qui dirait ouais, moi j'aime trop passer du temps avec des gens qui se plaignent. J'ai rarement entendu ça, tu vois. Et ce principe-là force à ne plus se plaindre. C'est quelque chose qui en découle directement. Parce que quand tu te plains, tu essaies de chercher la causalité externe, ou également tu prends conscience qu'en fait ça ne sert à rien de se plaindre. Parce que ça va pas t'aider la prochaine fois à trouver une solution, à mettre des actions en place pour éviter ce truc-là. Se plaindre, c'est se conforter dans cette position de victime. C'est se conforter dans cet échec. Alors que nous, ce qu'on veut, c'est pas passer du temps à radoter un truc qui est passé et auquel cas on pourra rien y changer. Mais plutôt se préparer au futur. Travailler à ce que ce futur, il aille plus dans la direction qui nous plaît. Voilà. Ça, c'est pour le principe de prendre ses responsabilités pour à peu près tout ce qui nous arrive. Et comme le dit l'adage, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Donc, faites les choses en entier et prenez-en les responsabilités. Également, ce qu'il cite aussi, c'est un autre exemple, enfin un exemple, plutôt un principe également, c'est que si jamais vous voulez aller dans un objectif bien précis, tout ce que vous faites à côté qui ne va pas directement, qui va éventuellement contre cet objectif, qui est pas forcément, qui est plutôt dans le sens contraire, ça vous en dévie. Et réfléchissez, au long terme, si vous allez dans une direction, mais que vous avez 1% d'angle de différence, vous n'arriverez jamais à votre destination. Au long terme, si vous marchez suffisamment longtemps, si vous courez suffisamment longtemps, si vous avancez sur suffisamment de kilomètres, j'en sais rien, vous allez vous retrouver à un endroit qui n'a rien à voir, à cause de ce petit 1%. Donc ce petit 1%, il faut vraiment faire gaffe à pas le laisser se mettre en place. Et en fait, c'est le même principe pour le fait de prendre 100% les responsabilités. Si vous les prenez que à 89% et que de 99% et que de temps en temps vous vous dites bon bah voilà, j'y pouvais rien, pareil, vous allez continuer de subir cette situation parce que vous partez du principe que vous n'y arrivez pas, que vous ne pouvez rien y faire. Toujours prendre 100% des responsabilités et toujours aller dans la bonne direction, parce que si on se permet de dévier d'un petit pourcent qui peut sembler rien du tout à la base, on se retrouve à un endroit qui n'a rien à voir. Ce qu'il explique aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est de tout traquer dans un carnet pendant 30 jours. Si vous voulez commencer à implémenter une nouvelle habitude ou à changer une habitude, c'est un truc qui est vachement intéressant. Je me suis fait une note de remarque que je peux tirer d'un exemple perso, c'est que je l'ai fait pendant une semaine pour toutes les calories que j'ingérais. Je voulais me faire un peu un ordre d'idée de combien de calories j'ingérais, quel était mon montant de calories, balance calorique journalière pour me maintenir. Et c'est super chiant, comme on s'en doute tous, mais du coup ça m'a donné grave plus l'œil, genre rien que le faire pendant une semaine, 3 fois par jour, parce que je bouffais 3 fois par jour, et ben c'est certes chiant, ça prend certes du temps, mais ça donne une compétence qui est assez folle, parce que vraiment, pendant bon là c'est vrai que ça fait très longtemps, ça commence à faire, ça doit faire 2 ans et demi que j'ai mis ça en place, j'ai beaucoup plus l'œil de savoir à peu près à vue d'œil combien de calories ça va me faire ingérer. Et ça c'est vraiment intéressant. Ça fait prendre beaucoup plus de recul et cerner avec plus de précision ce domaine précis. Je l'ai fait également pendant des mois et des mois sur le temps que je passais sur mon téléphone. Et c'est pareil, c'est quelque chose qui m'a permis... En fait c'est super intéressant parce que ça permet de se rendre compte d'à quel point l'effet cumulé est super important. Par exemple, là sur le temps sur mon téléphone, moi je pensais que voilà, bon je passe, je sais pas, 10 minutes sur Insta, à droite à gauche, voilà, un peu de temps sur YouTube, un peu de temps sur Messenger, et au final je me rendais compte que, faudrait que je dois pouvoir le retrouver là actuellement. Alors, si je regarde, je l'ai fait du 2 août 2020 au 26 décembre 2020, et en moyenne, je passais 95 minutes sur mon téléphone, 95,2 minutes en moyenne. Ce qui est beaucoup trop à mon goût, et le fait de faire ça, c'est ouf, parce que vraiment, j'ai le graphique sous les yeux, et la tendance, elle a tellement diminué, genre, au début, si je regarde en août, bon après c'était les vacances, forcément t'as plus de temps à passer sur ton téléphone, mais je devais être autour de 180 minutes par jour, et à la fin j'étais en dessous de 45 minutes par jour je pense. Et rien que le fait d'en prendre compte, même pas en essayant d'y travailler activement, genre j'ai pas commencé à mettre des trucs, je sais qu'il y en a qui utilisent ça par exemple pour bloquer le temps sur une appli, j'ai même pas commencé à mettre ça en place. Vraiment juste je prenais conscience de mon environnement, je prenais conscience de comment je l'utilisais, et rien que ça, le fait d'en prendre conscience, ça m'a fait me rendre compte que c'était pas aligné avec mes objectifs,
Et donc, inconsciemment, directement, je me suis adapté en fait. Je me suis adapté et la tendance a diminué de fou. C'est vraiment hallucinant. Pour le coup, c'est pas des données que je crois que je les ai partagées en live. Je vais pas vous les réafficher là, mais c'est assez ouf, vraiment. Prendre conscience des choses, ce qui parle aussi, c'est en termes de dépenses d'argent. Je sais que j'ai des potes qui font ça, qui notent absolument chaque dépense. Bon, en vrai, la plupart du temps, tu peux les retrouver avec ton appli bancaire, mais les noter systématiquement, plutôt que d'aller juste les voir une fois, qui est une solution de facilité, ça te force à chaque fois à te dire, est-ce que je veux dépenser maintenant ou pas? Parce que je vais devoir le noter. Ça rajoute une étape qui peut être un peu chiante, et qui te fait réfléchir à ton choix. Parce que tu te dis, ok, et ce qu'il disait, c'est de noter dans un carnet. Ça rend le truc encore plus chiant. Si je passe à côté d'un truc et ça sent bon, et je me dis, je me prendrais bien un petit croissant avant d'aller en cours, il faut que tu sortes ton carnet, ton crayon, et que tu le notes, juste après l'avoir acheté, parce que sinon, on sait jamais, tu peux oublier. Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que vraiment, ce croissant, il en vaut le coup? Et là, on se pose la question. Et là, on est bien plus conscient de ce qu'on fait, et de cet effet cumulé autour de nous. Et c'est vraiment ouf, c'est un pouvoir qui est incroyable, et je pense que c'est difficile à comprendre ce pouvoir si tu l'as jamais mis en place. Vraiment, rien que le fait de l'avoir fait une fois je crois que la première fois c'était sur les calories, je me suis rendu compte de la puissance que c'était comme outil, et c'est fou, maintenant je le fais sur vraiment plein de trucs. C'est pour ça que maintenant j'ai une appli de tracking de temps que, c'est vrai que ça c'était le deuxième point de mon exemple perso, mais maintenant j'utilise, ça fait pas mal de temps, ça doit faire depuis septembre, peut-être août, que j'utilise une appli pour traquer le temps que je passe sur chaque activité, ce qui me permet de savoir à la fin de la semaine combien de temps j'ai bossé, combien de temps j'ai passé sur tel truc ou autre. Ce qui est intéressant pour moi, et ce qui au-delà de ça me permet d'identifier super rapidement en un coup d'œil si cette semaine je l'ai passé vraiment à bosser, si cette semaine je l'ai passé vraiment à rien glander. Et donc du coup ça me permet de savoir, non pas seulement au ressenti en me disant ouais cette semaine j'ai l'impression que ouais ça va, j'ai bien assez bossé, pas du tout frérot, t'as les chiffres qui sont devant toi, les chiffres ça ment pas. Alors après il faut aussi le faire de manière sérieuse et bien systématiquement noté, c'est un truc qui est chiant. Et c'est pour ça que bien souvent, quand je bossais, en vrai j'arrive rapidement à atteindre cet état de flow, surtout quand je fais du montage, et je peux faire 6 heures de montage non-stop, si j'ai pas faim, je vais pas m'arrêter. Après j'ai une petite vessie aussi, mais bien souvent, on conseille de faire des pauses, genre toutes les 45 minutes, faire 15 minutes de pause pour s'aérer l'esprit et tout. Moi, je faisais pas cette pause, parce que ça voulait dire qu'il fallait que je rouvre mon onglet pour mettre mon timer en pause, et en vrai, ça m'a bombardé ma capacité de productivité, c'est fou comment elle a explosé. Et tout simplement parce que à chaque fois, je devais faire 3 clics, wow, l'effort de dingue, juste pour aller stopper mon timer. Et mine de rien, je vous jure que c'est un outil qui est surpuissant. Vous vous rendez pas compte? Essayez-le pendant un mois, mais genre vraiment un mois, pas 29 jours et après ouais c'est bon. Vraiment un mois, forcez-vous à avoir cette discipline et vous allez vous rendre compte d'à quel point cet outil est exceptionnellement important. Et dernier parallèle aussi que je pense intéressant à faire au vu du public de ma communauté, c'est pareil quand on compte le nombre de reps en muscu, en street workout ou en ce que vous voulez. Ça permet de savoir à la série d'après, à la séance d'après, combien de reps on va faire. On n'a plus un truc à peu près vague, oui bon la dernière fois j'ai fait vaguement 10 reps avec vaguement 10 kilos, donc là je vais faire vaguement 11 reps avec vaguement 10 kilos. On sait avec certitude ce qu'on a fait, on en est beaucoup plus conscient, et donc on peut adapter pour aller bien plus dans la direction qu'on vise. C'est vraiment un outil fou, je ne saurais le défendre assez, c'est vraiment exceptionnel. Ça donne, ouais, c'est ce que j'ai noté, ça donne vraiment un ordre de grandeur et une sagesse dans l'investissement du temps, de la ressource qu'on fait, que ce soit du temps, de l'argent, de l'énergie, peu importe. Je traque même mes sujets de podcast et de live, oui c'est vrai, en description avec les timecodes, pour savoir quels sont les... C'est super intéressant aussi parce que ça me permet de savoir quels sont les sujets qui reviennent souvent, et mine de rien ça fait d'une certaine façon des stats pour mieux comprendre ce que mon public recherche et ce qu'il attend de mes lives et de mes podcasts. Et donc ça c'est pareil, c'est un outil que je mets en place vraiment partout parce qu'il est vraiment surpuissant, croyez-moi. Ensuite, ça c'est vraiment un truc qui m'a touché, enfin qui m'a parlé on va dire, parce que j'essaie de faire vraiment gaffe à comment j'investis mon argent. À part pour les jeux vidéo que j'achète en général en solde, la plupart du temps j'investis quasiment que dans des trucs qui me seront utiles. Bon là je raconte ma vie, mais ce qu'il explique c'est que 1$ aujourd'hui, avec l'inflation, ça vaudra à peu près 5$ dans 20 ans. Donc, multipliez ce que vous voulez acheter par 5 et demandez-vous si ça en vaut encore la peine. Réfléchissez si ça vaut 5 fois ce prix-là.
Est-ce que ça les vaut? La plupart du temps, pas vraiment. Vraiment, ça fait relativiser et ça fait réfléchir sur les investissements qu'on fait. Il y a très peu de trucs, enfin bref, je contrôle vraiment énormément mes dépenses aussi, alors que j'ai pas forcément mis en place des carnets, c'est juste un principe que je me dis, si c'est pas utile, achète pas. Mais ça, c'est vachement intéressant. Par exemple, un café par jour de taf, alors je sais plus si c'était sur 20 ans du coup, mais au total, si on cumule tout ça, c'est comme si vous étiez acheté une Mercedes. Bon, il y a pas de placement de produit, mais et si tu as une voiture, une Mercedes, est-ce que ça vaut un café par jour au taf? Moi, clairement, la réponse, c'est non. Déjà que j'aime pas le café, donc même si on me payait pour les boire, je sais pas. Mais il faut réfléchir en fait. Faut réfléchir à quel point cet effet cumulé, il est puissant, mais quand il est de notre côté. C'est comme les gens qui arrêtent la clope et qui disent ouah, j'ai pu me payer un putain de séjour, je sais pas où. Oui, frérot. Parce que sur la semaine, sur le mois, ça te paraît pas énorme. Mais déjà, si tu regardes sur l'année, t'es là en mode ah, ça fait quand même une sacrée dépense. Sur 5 ans, 10 ans, 20 ans, c'est énormissime. Et ça, c'est super important d'en prendre conscience. Le point suivant, qui est intéressant et qui me parle aussi beaucoup, c'est que du coup, il dit que t'es, je sais pas comment il a écrit ça en anglais, ça devait être The Unknown Hero. Ça doit être du coup le héros méconnu en français, ou le héros inconnu, le héros de l'ombre finalement. Mais rappelez-vous que certes, vous faites un truc qui vous demande une discipline potentiellement énorme, même si plus vous allez faire ce genre de choses, moins ça va vous coûter en discipline, parce que vous allez avoir l'habitude de fournir de la discipline, c'est comme tout, hein, c'est presque un muscle en fait la discipline d'une certaine façon. Et il y aura personne pour vous féliciter quand vous allez franchir la ligne d'arrivée, votre objectif perso. Alors à moins que vous le montriez, que ce soit, je sais pas, un truc très matériel, genre une voiture ou un truc comme ça, ou une montre super chère ou je ne sais quoi, là les gens sont là, waouh, stylé. Mais la plupart du temps, si vous faites un truc productif, et en général quand t'es dans le dev perso, c'est rarement, enfin si, il y en a, mais pour s'acheter une voiture, il y aura personne pour vous applaudir. Donc vous attendez pas à ce que, waouh, ça fait des années que je fais des putains d'efforts, et ça y est, tout le monde là, let's go, applaudissez-moi, c'est maintenant les gars, c'est mon moment. Non, c'est pour vous, cet effort que vous le fournissez. C'est pour vous, c'est pour l'impact que ça va avoir dans votre vie. Il n'y aura personne pour vous applaudir. Et parfois même au contraire, les gens ne vont pas vous comprendre. Mais comment tu fais pour... mais tu fais trop de sport, tu te permets pas assez de plaisir, pourquoi quand on mange, toi tu restes vraiment carré, tu te lâches pas et tout. Moi, super souvent on m'a fait ces remarques. Mais pourquoi tu bois pas d'alcool, mais pourquoi tu dépenses pas de l'argent dans ce truc-là et tout. Je me suis fait traiter de radin, j'ai arrêté de compter le nombre de fois. Vraiment. Et pareil, de coincer parce que je ne buvais pas d'alcool ni de soda. Combien de fois? Je saurais même pas vous dire, franchement. Les gars, j'ai 20 ans. Hein. J'ai 20 ans. C'est ouf. Mais on s'en fout. On s'en fout parce que, frérot, tu ne vois pas l'impact énorme que ça aura dans ma vie dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, même dans 40, 60 ans. Quand toi, tu seras en train de crouler sous ton cancer de je sais pas, du rein, je sais même pas si ça existe, parce que t'as bu trop d'alcool. Non, c'est même pas le rein, les reins, c'est le foie. Moi, je serais super sain. Ou peut-être pas, parce que je mange comme de la merde à côté. Mais dans les domaines où je veux prendre 100% de responsabilité et où ça vaut le temps et l'argent investi, je le fais et je me rends compte de l'impact assez ouf, même en termes de... Je sais pas, en fait, c'est tous les efforts qu'on va mettre en place, que ce soit des efforts de privation ou de discipline, de nouvelles habitudes, que ce soit dans créer un truc ou enlever un truc, c'est toujours au début où c'est le plus difficile. Bah, No Nut November, vous l'avez vu sur ma chaîne principale également, j'en parle, c'est un truc que je fais assez régulièrement, et c'est pareil, tout le temps, c'est toujours aussi difficile quasiment, à chaque fois, parce que c'est pas un truc que je mets au long terme, c'est pas un truc que je fais pendant 1 an, en général c'est 1 mois, et si jamais, pour ceux à qui ça parle pas, c'est comment on peut dire ça en termes YouTube friendly, c'est l'abstention, voilà. L'abstinence, putain, oui, l'abstention, qu'est-ce que je raconte? L'abstinence. Et c'est toujours aussi dur au début, je vous jure que c'est toujours aussi dur. Mais à la fin, c'est super simple. Et c'est aussi dur, sans mauvais jeu de mots, s'il vous plaît. Mais à la fin, ça devient super simple, parce que c'est devenu une habitude. Et parce que tu te rends compte des bénéfices, même si c'est que sur 30-31 jours, la première semaine, t'es là en mode, mais mec, le niveau d'effort que je fournis pour le peu de résultats, grave. Il prend un exemple aussi là-dessus, c'est quand tu veux pomper, je sais pas du tout comment ça fonctionne, faut que j'arrête de parler d'abstinence et de pomper, ça devient trop là. Quand tu veux pomper de l'eau, je sais pas le fonctionnement, mais tu dois pomper quoi, bref, tu dois appuyer sur ton levier et plein de fois pour faire apparaître l'eau. Au début, t'as beau le faire 10, 20, 30 fois, tu peux passer 5 minutes dessus, il se passe rien,
Et au bout d'un moment, hop, l'eau elle est aspirée et elle commence à sortir. Et donc tu n'as quasiment plus besoin de fournir d'efforts, parce que ce que tu as fourni avant, ça fait sortir l'eau presque sans effort. Et ben c'est exactement le même principe. C'est exactement le même principe. Voilà. Le meilleur coureur, il gagne d'un dixième de seconde par rapport au deuxième. Et pourtant, en termes de moula, il va gagner 10 fois plus. Il va être 10 fois plus connu. Et est-ce qu'il est pour autant 10 fois meilleur? Non. C'est pareil, c'est l'effet cumulé. Dans n'importe quel sport, quasiment, dans discipline olympique, par exemple en judo, on peut citer Teddy Riner. En astronaute, on peut citer notre grand... j'ai oublié son nom. Thomas Pesquet, voilà, j'allais dire Thomas Pascal, non. Thomas Pesquet. On peut toujours citer la pointure dans le domaine, la référence, le meilleur athlète, le meilleur performeur, le plus connu. Le deuxième, de temps en temps on peut. Le troisième, rarement. Le dixième, jamais. À moins que tu sois passionné par ce domaine-là, jamais tu peux le citer. Alors qu'il est excellent. Il est peut-être 80 à 95, 98% aussi bon que le premier. Mais pourtant, il y a 98 moins de visibilité, de revenus, ouais, c'est fou. C'est vraiment cet effet cumulé. Et ça illustre encore une fois le fait que on peut avoir l'impression que à peu de choses près, ça fait pas de différence, mais en fait c'est là où ça fait toute la différence. C'est le fait de poursuivre comme ça, de gratter une place dans le classement qui va faire toute la différence, de gratter une journée de productivité qui va faire toute la différence. C'est vraiment ce principe-là, et le livre l'explique plein de fois. Et c'est exactement ça le pouvoir de l'effet cumulé, vraiment. Et il y a une notion du coup de progressivité qui est ultra importante pour la durabilité dans le temps. Il explique aussi que en fait, il faut pas du jour au lendemain se dire ah je vais devenir le meilleur sprinter ou je ne sais quoi. Il faut y aller progressivement. Il faut pas aller du jour au lendemain courir un marathon. Il y a peu de gens qui... Bon alors, après, si vous êtes des athlètes très entraînés, oui, vous pouvez du jour au lendemain courir un marathon. Mais c'est pas quelque chose, en plus en tant que coach, c'est pas quelque chose que je conseillerais. Et c'est pas quelque chose qu'on voit. Enfin, naturellement, les gens vont pas se dire allez, demain, je vais faire un marathon avec un gilet de laisse de 20 kilos et puis traîner, traîner mes gosses sur les épaules, je sais pas. Mais bien évidemment qu'on a toujours une notion de progressivité dans l'effort sportif, parce que ça nous paraît insurmontable de mettre la barre trop haute d'un coup. Et ben faites pareil dans vos attentes vis-à-vis de vous-même, dans vos exigences vis-à-vis de vous-même, et dans les habitudes que vous voulez mettre en place. Alors, fun fact, mais le 1er janvier, j'avais trop la pêche. J'avais trop la pêche parce que j'avais pas fait de soirée la veille, et donc du coup, je me suis réveillé assez tôt, je crois 7-8 heures, enfin bref, ça va, hein, normal. Et je me disais, putain, tout le monde va se réveiller dans 3-4 heures avec la gueule de bois parce qu'ils ont tous fait la fête, et moi, je commence mon année 3 heures avant tout le monde, et avec une productivité incroyable. J'avais trop la pêche, j'étais refait, j'étais fier de moi. Du coup, j'ai voulu mettre en place plein d'habitudes, genre prendre des douches froides, commencer un no-nut et attaquer une série de vidéos. Il n'y a rien qui a été tenu. Il n'y a rien qui a été tenu, plus d'une semaine, on va dire. donc, parce que j'ai voulu faire tout en même temps, tout d'un coup, et c'est pas une bonne chose. Faites progressivement les choses. Du jour au lendemain, vous n'allez pas vous dire je bosse pas du tout et du jour au lendemain, je vais bosser 8 heures par jour. Non, c'est logique. On va pas faire du jour au lendemain pour ceux à qui ça parle, des tractions lestées avec 100 kilos du jour au lendemain. On peut peut-être y arriver au bout de 5-6 ans de pratique, j'en sais rien. Mais pas du jour au lendemain. Clairement pas. Et ça, c'est compréhensible quand c'est des limitations physiques, mais quand c'est des limitations, parce qu'encore une fois, on essaie de prendre 100% de nos responsabilités, des limitations qui viennent de nous, qui paraissent plus abstraites, on a du mal à les comprendre. Et c'est pourtant indispensable d'inclure cette notion de progressivité, que ce soit sur le domaine physique, sur n'importe quel domaine en fait. Vraiment. Et en tant que coach, je rebondis de fou là-dessus. Je suis extrêmement d'accord avec ça dans le sport, et c'est quelque chose que je mets en place aussi. Petite parenthèse perso. Mais j'ai voulu pareil, en janvier, je me suis dit, ouais, à une époque, je passais les tractions à 25 kg, donc je vais refaire ça. Ça passait, il n'y a pas de souci, mais j'ai commencé à sentir des douleurs dans mon bras, qui me disaient, frérot, respecte ce que tu vas lire dans 5 mois, dans ce livre qui s'appelle The Compound Effect, et inclut une notion de progressivité, frérot. Donc là, ça fait 2-3 mois que j'augmente mes tractions petit à petit de 2,5 kg par tous les 2 entraînements, donc ça fait une semaine ou 2 semaines selon les périodes. C'est super frustrant, là je vais passer à 17,5 kg sur le prochain, donc on est encore très loin des 25 kg, mais franchement, je ne sens pas de galère, je sens la progressivité, je sens que j'augmente par rapport à il y a 3 mois quand j'étais à
à plus 0 kg, bah, il y a clairement une différence qui est assez énorme, mais elle est venue progressivement. Et c'est comme ça qu'elle va rester de manière durable. C'est indispensable d'inclure cette notion de progressivité. Voilà, petite parenthèse fermée. Alors, il parle aussi d'un domaine qui, à mon avis, va parler un petit peu à tout le monde, c'est de mettre de l'argent de côté pour la retraite. Je pense en plus qu'avec avec vous, mes auditeurs moyens, je crois que votre âge moyen, il doit être entre 18 et 25 ans, je crois, si je m'en fie au stats YouTube. Je vais aller vérifier ça dès maintenant. Eh ben, je n'ai pas assez de données pour voir ça. Super. Donc, regardez plus mes podcasts, abonnez-vous en masse, et comme ça, j'aurai assez de stats pour pouvoir voir ça. Il cite 2 personnes différentes. Une personne qui va commencer à économiser à partir de ses 23 ans, et l'autre qui va économiser à partir de ses 40 ans. Alors, la personne qui va commencer à économiser le jour de ses 23 ans, à la fin de l'année, si elle met 250 € de côté à chaque fois, elle aura 3112 € et 48 centimes dans son porte-monnaie avec les effets cumulés. Donc c'est déjà une belle somme. Le jour de ses 40 ans, elle en aura 120 000. La personne qui commence à économiser le jour de ses 40 ans, elle, le jour de ses 41 ans, elle en aura donc pareil, 3112 et 48 centimes. Et si on regarde à la fin, à peu près à l'âge de la retraite, hein, malheureusement elle va être repoussée, Inch'Allah pas trop loin, donc lui il a pris jusqu'à 67 ans. 67 ans, la personne de 40 ans, donc en 27 ans, elle aura cumulé 285 000 dollars, ou euros si vous préférez, ce qui est quand même une belle somme, mine de rien, c'est plutôt pas mal. Mais la personne qui a commencé à économiser le jour de ses 22 ans, elle sera à 1 033 289 €, ce qui fait une différence énorme. Elle n'a pas commencé 3 fois plus tôt, elle n'a pas commencé 4 fois plus tôt, elle a seulement commencé à peu près 2 fois plus tôt, même un peu moins que ça. Et au final, elle a quasiment 4 fois plus d'argent sur son compte en banque. Donc, encore une fois, le pouvoir de l'effet cumulé. Parce que les intérêts, à chaque fois, vont générer des intérêts eux-mêmes, qui vont générer des intérêts. Et c'est comme ça, à l'infini. C'est le pouvoir de l'effet cumulé. Donc, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard, et même si on pense que c'est trop tard, bah, ce sera moins trop tard que demain, ou que l'an prochain. Donc même si on estime que c'est trop tard pour s'y mettre, ça vaut quand même le coup de commencer, parce que peu importe votre âge, et quel que soit le domaine, hein, que ce soit de mettre de l'argent de côté ou autre, vous verrez dans tous les cas des bénéfices, même si c'est pas autant que si vous aviez commencé 1, 2, 3, 10, 20 ans en avance, il y aura quand même des bénéfices. Et le plus tôt vous vous y prenez, le plus grand vos résultats seront. Donc c'est toujours important, c'est toujours intéressant de s'y mettre. Alors encore un exemple, vous verrez qu'il y a quand même beaucoup d'exemples de ce pouvoir de l'effet cumulé, mais c'est vraiment en fait c'est la clé de ce livre, de faire comprendre à quel point cet effet cumulé il est important. Parce que à partir du moment où tu l'as compris, même si t'as pas forcément tout le temps saisi les méthodes qu'il propose pour mettre en place des choses pour avoir les résultats de l'effet cumulé, pour créer des habitudes qui vont créer cet effet cumulé, ben, ayant conscience de ça, c'est ce qu'on disait plus tard, enfin juste avant, ayant conscience de l'importance de ça, ayant plus de recul sur la chose, plus de sagesse et plus de conscience, ouais, tout simplement, vous allez mettre en place des actions, que ce soit consciemment ou non consciemment, bah forcément il y en aura plus qui seront mises en place, mais même inconsciemment, vos actions vont être orientées par cette connaissance. Et donc c'est pour ça que c'est ultra important, c'est ultra crucial de comprendre la puissance de cet effet-là. Alors l'exemple qu'il donne, c'est si jamais vous augmentiez votre performance, vos revenus, ou que vous améliorez vous-même d'un 10% chaque jour. Donc vous vous améliorez d'1 millième par jour finalement. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Bien évidemment, tout le monde répond que c'est possible, forcément. Et bien, si vous le faites chaque jour de la semaine, vous améliorez d'un 0,5% par semaine. Ce qui est quand même, ça semble pas énorme, Ça va donc faire 2% par mois. Ce qui, encore une fois, semble pas forcément énorme. Mais à la fin de l'année, ça fait déjà 26%. Si vous améliorez de 26%, mettons, je sais pas, sur un skill particulier, un langage, un instrument de musique, peu importe, c'est déjà énorme, Ensuite, ça va doubler à toutes les 2,9 années. Et le jour de la 10e année, vous serez à 1000%. 1000% d'amélioration. C'est ouf, 1000%. Est-ce que vraiment je dois le dire? C'est 10 fois meilleur, quoi. Vous serez 10 fois meilleur que quand vous avez commencé, en 10 ans. C'est stylé d'ailleurs, ça fait un point de repère assez intéressant. Alors qu'à la base, vous avez simplement mis un 0,1% chaque jour. Et un 0,5% chaque semaine. Un 0,5% d'amélioration. 10 ans après, vous avez fait x10.
C'est insane, c'est insane. C'est vraiment, encore une fois, ce principe d'effet cumulé, mis en statistique. Alors un autre exemple que j'ai trouvé vachement parlant et que j'ai beaucoup aimé, alors imaginez un élève et un sage. Le sage dit à l'élève, déplace-moi cette germe, une toute petite plantation très récente qui a poussé la semaine dernière. Bon, il n'y a pas de souci. Ensuite, déplace-moi cet arbuste. Petit truc, voilà, la taille d'un bâton très fin, il n'y a pas non plus de problème. Ensuite, on va voir un autre arbuste, qui lui est plus de la taille d'un gros bâton, on va dire. Bon, l'élève galère un petit peu, mais il y arrive. Ensuite, le sage et l'élève, ils vont voir l'arbre le plus massif de la forêt. Un arbre vraiment énorme, immense. Tellement grand qu'on n'en voit même pas le bout. Et le sage lui dit, déplace-moi cet arbre. L'élève ne peut pas, évidemment. Et alors le sage lui dit, tu viens juste de démontrer le pouvoir que les habitudes peuvent avoir sur ta vie. Chaque jour, ses racines sont allées un peu plus loin. Chaque jour, il a grandi. Chaque jour, ses racines se sont enfoncées plus profond dans le sol. Il s'est épaissi. À tel point qu'il y a des fois, on hésiterait même à essayer de le déraciner. Autre exemple qui est proposé pour démontrer ce pouvoir des habitudes, c'est l'exemple du cheval et de celui qui est dessus. La plupart des gens, quand vous les croisez à cheval, la réponse qu'ils pourraient vous donner quand vous leur demandez qu'est-ce qu'ils font de leur vie, ils vous répondraient, je sais pas, demande au cheval. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est de savoir où est-ce qu'on va. C'est d'être la personne qui pilote le cheval, pas d'être piloté par le cheval. En général, la plupart des gens sont en mode autopilote. Ils se laissent porter par la vie, donc ici par la métaphore, par le cheval. Donc nous, ce qu'on veut, pour reprendre le contrôle sur ce cheval, pour reprendre ce contrôle de la course et aller dans la direction qu'on veut, c'est mettre en place des bonnes habitudes, qui vont faire toute la différence et qui vont nous permettre d'aller dans la direction qu'on veut. Une autre chose qui est expliquée, qui relie directement avec cet effet cumulé, c'est de couper la satisfaction instantanée. Encore une fois, ça revient un petit peu à la connaissance de son milieu, de ce à quoi on s'expose, etc., avec le conseil de noter les choses pendant 30 jours, parce que comme on est dans l'instantané, on voit pas les impacts sur le long terme. On voit pas l'impact, on voit pas le temps que ça nous coûte, on voit pas l'argent que ça nous coûte. Donc les outils, notamment de ce carnet pendant 30 jours, sont intéressants pour en prendre conscience. Après, il va falloir les couper, bien évidemment, parce que juste en prendre conscience, bon, bah c'est sympa, mais ça continue de coûter de l'argent et du temps. Un principe qui est super basique et qui peut vous éviter de passer par ce carnet si vous avez la flemme, c'est simplement de couper en fait la satisfaction instantanée. Parce que comme on est toujours dans l'instantané, on voit le bénéfice court terme, mais on voit pas l'impact au long terme. C'est la solution de facilité, mais c'est aussi la solution qui va nous coûter le plus au long terme. Donc, même si le coût semble infime à l'instant présent, avec un bénéfice qui est certainement infime, parce qu'en général c'est pas des trucs exceptionnels, hein, les satisfactions instantanées, au long terme, ça fait toute la différence entre les gens qui y cèdent et les gens qui y résistent. Il y a également un point qui est super important dans cette notion d'effet cumulé, dans cette notion d'habitude à mettre en place, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Si vous mettez en haut de 2 immeubles une planche assez fine mais suffisamment large pour qu'on puisse traverser en l'utilisant, la plupart des gens refuseraient de traverser, qu'ils aient le vertige ou pas. Quel est l'intérêt? Si juste je te demande de traverser, je ne peux pas gagner d'argent, il n'y a pas grand chose à y gagner, même rien du tout en vérité, il y a très peu de gens qui vont prendre le risque. Ah oui, ça paraît évident. Maintenant, si imaginez que vous êtes une femme, une mère particulièrement, et que de l'autre côté, il y a l'immeuble qui est en feu et qu'il y a votre gosse qui est juste dans l'immeuble. Là, il y a très peu de personnes qui vont hésiter à traverser. Les gens vont pas se poser les questions et ils vont traverser directement. Parce que vous avez une raison super importante qui vous pousse à faire ça, à mettre cette action en place. Et ce qui est super important, c'est d'avoir des bonnes raisons, des raisons identifiées et des raisons qui vous tiennent à cœur, qui vous semblent importantes, lorsque vous voulez mettre une habitude en place. Sinon, vous n'allez jamais la tenir. Il y a un point que je trouve super intéressant, et qui me semble on a abordé dans 12 règles pour une vie, c'est le fait que d'après les psychologues aussi, être aligné avec ses valeurs, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire pour éviter le stress. Donc, une chose qui est bien évidemment importante à faire si on veut être aligné avec ses valeurs, c'est d'identifier ses valeurs. Et ça pareil, ça peut passer par une réflexion, un moment d'introspection, mais ça va vous permettre de faciliter votre prise d'habitude, d'aller dans des choses qui font écho directement à vos valeurs les plus profondes, et en plus ça va réduire le stress, donc ça doublement ça facilite votre
votre mise en place de cette habitude. Donc c'est une chose qui est super intéressante à savoir. Quelque chose également qui est souligné, c'est qu'on voit ce qu'on cherche. On voit ce qu'on cherche parce que si je vous dis de faire gaffe demain à toutes les Fiat Panda que vous croisez dans la rue, et ben croyez-moi que vous allez avoir l'impression d'en retrouver beaucoup plus qu'à l'habitude. Il y en aura. Alors peut-être que d'un seul, tout le monde aura décidé d'acheter une Fiat Panda. Mais il y a plus de chances qu'en fait vous faisiez pas gaffe à votre environnement. Donc, d'une certaine façon, c'est ce qui est défini quand il parle de loi de l'attraction, on voit ce qu'on cherche. Si on ne cherche pas les bonnes choses, ou si on ne cherche rien, on va rien voir. Donc, c'est encore une fois important, et ça fait écho à ce que je disais avant, trouver ses valeurs, là c'est trouver ce qu'on veut, trouver son objectif, et ensuite, on va avoir beaucoup plus de moyens d'y arriver. Et je reviens à ce que je disais par rapport au fait de traquer le temps, peu importe dans son carnet, couper les mauvaises habitudes, c'est ultra important, et pour ça il faut vraiment croire les actions, croire les stats, croire ce qu'on peut observer, plutôt que ce qu'on dit, que ce qu'on pense. Et c'est pareil chez les gens. Faut pas croire ce qu'ils disent, ouais je vais me mettre au sport, ouais je vais faire... je vais courir tel truc, pourquoi j'ai que des exemples avec le sport, je vais faire telle chose, ou alors je vais me reprendre en main ou quoi. Croyez les actions, croyez pas à ce qui est dit. Et pareil pour vous, arrêtez de simplement dire les choses et de ne pas les faire. Faites-les. Ça peut vous aider de dire je vais faire telle chose, mais dites-le vous à vous-même. Dites-le vous à vous-même, parce que typiquement, les gens qui disent je vais faire tel truc, c'est les gens qui se plaignent. Les gens qui disent je vais faire tel truc et qui se plaignent pas. C'est ce qu'on appelle, c'est un principe que j'avais vu ça dans une vidéo, enfin un principe, comment dire, plus des profils de personnes. En anglais, ils disaient talk the talk et walk the walk. Donc, il n'y a pas vraiment de traduction en français. Talk the talk, c'est parler de la parlotte. Et walk the walk, c'est marcher la marche. Et d'après ce postulat-là, il y a 4 profils de personnes. Il y a ceux qui talk the talk but don't walk the walk. Bon, je vais le faire en français peut-être. Ceux qui parlent la parlotte, enfin ceux qui parlent beaucoup mais qui font rien. Ceux qui font plein de trucs mais qui disent rien. Ça, c'est à mon avis les plus admirables. Ceux qui parlent beaucoup et qui font beaucoup de choses. Et bien évidemment, ceux qui ne font rien et qui ne disent rien. Situez-vous dans la bonne catégorie. Est-ce que vous voulez être la personne qui dit qu'il fait plein de trucs alors qu'en vérité il fait rien? Est-ce que vous voulez être la personne qui dit qu'il fait plein de trucs et qui en vérité fait plein de trucs? Ou est-ce que vous voulez être la personne qui dit qu'il fait plein de trucs, qui dit rien, mais qui fait plein de trucs? Tout le monde ne répondra pas de la même façon à cette question, mais c'est intéressant de se la poser. Il propose également, l'auteur, 5 stratégies pour éliminer les mauvaises habitudes. Premièrement, identifier les déclencheurs. Avec qui ce genre de mauvaise habitude se déclenche? Dans quelle situation? Quoi? Qui, quoi, ou quand? Où est-ce que ça se déclenche? Et quand? Dans quel moment? Dans quel contexte? Il faut mettre de l'ordre dans sa maison aussi. Ce qui veut dire, du coup, avec la première étape qui était d'identifier les déclencheurs, les éloigner, les mettre le plus loin possible, les éviter. Faire de l'ordre dans sa maison ou faire de l'ordre dans sa vie, dans son environnement. Et changer ses habitudes aussi, parce que c'est quelque chose qui est assez connu, on ne détruit pas une habitude, on la remplace, en général. Ensuite, y aller progressivement. Encore une fois, bon bah ça, je vais pas vous le réapprendre, notion de progressivité qui est importante. Et ensuite, savoir se lancer. Et là-dessus, bah, toutes les études ne sont pas d'accord, il y en a qui apparemment ont beaucoup plus de facilité à se lancer sur plein d'habitudes en même temps, comme si, je sais pas, du jour au lendemain, ils voulaient changer de vie. Après, il y a des progressivement dans les habitudes aussi, pas faire des trucs extrêmement hauts, mais éventuellement faire des premiers pas dans plein d'habitudes différentes, ou il y en a qui vont préférer plutôt changer une habitude à la fois et se concentrer dessus. Ça, ce qu'il explique, c'est qu'il n'y a pas de règle absolue. Ensuite, pour créer une nouvelle habitude, il y a 6 règles qui sont importantes. Premièrement, se mettre en condition pour réussir. Donc, c'est-à-dire, encore une fois, mettre notre environnement de la bonne façon. Deuxièmement, penser en addition et non en soustraction. Par exemple, si vous voulez changer d'alimentation, c'est l'exemple qu'il prend, plutôt de vous dire je vais supprimer cet élément-là, dites-vous je vais rajouter quelque chose. Bon, ça peut être un truc qui vous fait pas forcément envie, mais en termes de mentalité, de mindset, ça va avoir un impact bien plus positif et beaucoup plus vous aider. Par exemple, plutôt que de vous dire bon bah je vais me priver de ma glace, tu vois. Je peux te dire bah je vais me rajouter cette salade de fruits et rien que ça, ce changement de mindset et de vision de la chose, c'est comme voir le verre à moitié plein ou à moitié vide, ça peut faire toute la différence. Ce qui est un truc intéressant que moi j'aime pas trop par exemple, mais apparemment ça fonctionne pour pas mal de gens, c'est se mettre publiquement la pression. C'est-à-dire afficher, je sais pas, sur un réseau social de votre choix, s'engager auprès d'une personne, dire voilà,
dans un mois, j'atteindrai ce truc-là, ou alors mon objectif, c'est de faire ça, maintenant je me mets au régime. Bon bah là ça rejoint le talk the talk et walk the walk, mais en général, la pression sociale est intéressante. Personnellement, c'est pas un truc avec lequel je suis énormément d'accord pour moi. En général, dès que je parle d'un projet de vidéo ou d'un projet de podcast, bah souvent il se fait pas, pour X ou Y raison. Mais aussi et surtout parce que j'ai l'impression d'avoir créé des attentes et que du coup je fais plus les choses pour moi et que je les fais pour des gens et que je sais pas, ça me met un rapport complètement différent, je prends beaucoup moins de plaisir à faire les choses et donc du coup en général je les fais pas. Donc je ne prends plus d'engagement public en général maintenant et je déteste vraiment parler des choses en avance, dire oui telle vidéo va sortir tel moment. Bien souvent, soit je me trompe sur les délais, soit je ne les fais pas. Donc je considère que c'est un peu ma malédiction en termes de création de contenu, donc c'est quelque chose que j'essaie d'éviter. Mais voilà, apparemment ça peut pas mal aider. Alors, un autre point qui est assez évident, mais qui est quand même, mine de rien, à ne pas sous-estimer, c'est le fait de se trouver un pote motivé et motivant. Une personne qui a le même objectif que vous, ou alors qui a de l'avance en termes d'objectifs par rapport à celui que vous vous êtes fixé, et qui va pouvoir vous motiver, qui va vous tirer vers le haut, et que vous-même vous pouvez tirer vers le haut. S'il y a des jours où, par exemple, bon bah, il y a beaucoup d'exemples sur l'entraînement physique, mais si jamais vous avez envie d'aller vous entraîner 3 fois par semaine, et ben s'il y a un matin où là, vous n'avez pas trop la forme, vous avez un peu la flemme, peut-être qu'il pourra vous motiver, et vice versa. C'est vrai que dans la salle d'ailleurs j'ai 2 personnes. Oui, on est en story time là. J'ai 2 personnes qui font ça, et c'est vrai que ça a l'air de vraiment les tirer vers le haut. Et ils me disaient que bah voilà, s'ils étaient tout seuls, jamais de la vie ils se seraient mis au sport. Et franchement, vu leur physique, bah c'est cool qu'ils s'y soient mis parce qu'on voit clairement la différence. Ensuite, quelque chose qui est intéressant, c'est ce qu'il appelle la compétition et la camaraderie. Si vous voulez qu'un groupe se mette au sport, vous pouvez lancer le challenge à tout le groupe. Comme ça, il y aura une notion de on est tous dans le même truc, donc camaraderie, et de compétitivité, parce que t'as pas envie de lâcher. T'as pas envie de montrer aux autres que toi, t'es pas capable de le tenir. En même temps, bon bah voilà, y a pas un truc à gagner à la fin, c'était un truc qu'on a lancé à tout le monde. Donc il y a une notion de camaraderie, on est tous dans la même merde, on s'entraide, et à la fois, je veux pas lâcher parce que je veux pas montrer l'image que je suis un loser ou que j'ai la flemme ou que je vais pas jusqu'au bout des choses. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut retrouver vite fait dans l'armée, hein, mine de rien, ce truc de mettre tout le monde dans la même merde. Et apparemment, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pas fait l'armée, donc je ne sais pas, mais il me semble. Ensuite, célébrer ses victoires, bien évidemment, très important. On pense, je sais pas si on y pense, mais très très souvent, quand on a une défaite, bon bah voilà, tout le monde le sait, on s'en plaint énormément, mais célébrer ses victoires, c'est tout aussi important, que ce soit pour soi-même ou éventuellement, si on aime beaucoup partager, bah moi pour le coup, c'est pas forcément un truc que je fais énormément, à part, oui, c'est vrai que ces temps-ci, bon, j'avoue, mes petites performances physiques, j'avoue que je les célèbre, mais en général, mes petites victoires perso, je suis content de les célébrer moi-même, et il faut pas forcément avoir trop besoin de reconnaissance et toujours vouloir tout partager à tout le monde. Des fois, il faut savoir faire les choses pour soi et être ok avec soi-même dans le fait que, bah voilà, c'est cool. Mais il faut se rappeler que c'est cool, c'est important, ça motive. Et ce qui note aussi, c'est qu'une habitude, pour qu'elle devienne inconsciente et qu'elle se fasse par automatisme, en général, ça prend autour de 300 jours, donc il y a le temps. Mais franchement, je peux relate là-dessus, je peux relate. Que ce soit pour l'entraînement, même si on y réfléchit, l'habitude de se brosser les dents, mine de rien après les repas, c'est un truc que tu saurais même pas dire depuis quand t'as ça, et c'est pas un truc que tu vas remettre en question et tu le fais sans y réfléchir. Et ça, c'est ce qu'on recherche pour chaque type d'habitude positive à implémenter dans notre vie. Il y a aussi une chose qui est à noter, c'est que ce qu'il explique, c'est que le changement, c'est difficile, et c'est une bonne chose. Moi, c'est un truc qui me motive énormément. J'en avais discuté en live l'autre fois, et je disais que là, c'est l'été, il fait chaud, il fait beau, la seule chose que tu as envie de faire, c'est de sortir voir des potes et aller te baigner au lac. Mais, si tu résistes à cette tentation, et que tu bosses tout l'été, bon, tu sors un peu aussi parce que, mine de rien, faut pas être trop asocial, à skip, mais si tu bosses pendant cet été, que tu bosses sur tes projets perso, bah là on est en mai, mine de rien, et jusqu'à août, ben, facile, tu peux avoir envie de sortir, de voir tes potes tout le temps, tous les jours. Imagine, si tu bosses, et que de temps en temps tu sors, tu gagnes 3 mois par an, juste parce que t'as pas cédé à la tentation. Ça a l'air monstrueusement difficile. En vrai, moi, ça m'a pas l'air monstrueusement difficile, mais ça a l'air monstrueusement difficile pour la quasi-totalité des gens. Mais c'est là où, justement, parce que c'est difficile et parce que personne ne le fait, c'est là où toi, tu deviens un monstre de productivité, de ce que tu veux. Et c'est justement parce que c'est difficile que c'est encore plus motivant, parce que tu te dis, la concurrence,
elle nécessite un effort énorme. Si je suis prêt à le fournir, je me démarque de 99% des gens. Et ça, c'est ultra motivant. J'aime pas énormément reposer en termes de comparaison aux autres, mais dès que ça peut tirer vers le haut, c'est bon à prendre. Et là, pour le coup, c'est vraiment un truc qui me parle de fou. Comme je le disais avec l'exemple du jour de l'an où je me disais waouh, trop bien, trop stylé et tout. Je me réveille en forme, tout frais. J'étais pas un putain d'entraînement, enfin bref, j'étais à fond. Et je réfléchissais et je me suis dit, mais attends, la plupart des gens, c'est une journée qui vont la passer à comater. Ils vont être là, ouais, trop bien, là, je suis d'hier, mais là, il faut que je dorme et tout. J'ai été refait. Utilisez ça à votre avantage et pour vous motiver. Et soyez patient aussi, soyez patient parce que les changements, comme on l'a vu, ils viennent pas du jour au lendemain. Les habitudes, elles viennent pas non plus du jour au lendemain. J'adore ce que je me suis noté. Alors, il sort un exemple qui était intéressant, qui est l'exemple du tourniquet, je l'ai juste là. Et en fait, c'est exactement le même que pour un train. Un tourniquet, quand tu vas le mettre en marche, ça va te demander beaucoup d'efforts. Tu vas commencer à le pousser petit pas par petit pas, quelle que soit ta force. Tu vas y aller petit pas par petit pas. Et quand il va commencer à prendre un peu d'inertie, limite, il va aller plus vite que toi et du coup, essayer de le pousser, ce serait presque le ralentir. Et pour l'arrêter, c'est pareil, tu dois tanker le truc, soit t'attends vraiment longtemps, c'est comme les toupies au final. Bon, on remarque que les toupies, il y a moins de force à produire. Mais tu dois vraiment attendre longtemps avant qu'il s'arrête de tourner. Et il te faut fournir un effort énorme pour l'arrêter. Et c'est exactement le même principe pour les habitudes. Si l'habitude, elle semble énormément difficile à mettre en place au début, la couper, à la fin, ça devient un truc qui paraît insurmontable. Moi, arrêter de m'entraîner là, alors que c'est une habitude, ça me paraît impensable. À part si je me blesse, bien évidemment, mais ça me paraît impensable parce que c'est une habitude, c'est un truc que je kiffe, ça c'est important aussi. Quand les habitudes, on les kiffe et quand on comprend le sens, mais ça on en a déjà parlé, quand elles font sens, ça n'a pas d'intérêt de les couper. Et là, quand ton habitude, tu l'as créée, que tu l'apprécies et qu'elle te fait sens pour toi, t'as gagné. T'as vraiment gagné. Et vraiment, le plus dur, c'est l'effort du début. Et c'est ce qu'il faut retenir de fou. Comme je disais, pour le no-note, c'est extrêmement dur. Et je me suis noté aussi comme exemple. C'est comme résister à la tentation de faire un live sur Hollow Knight. Quand je fais des lives let's play sur des jeux, j'ai envie de... Je suis beaucoup comme ça. Mais j'ai envie de le faire, de le finir le plus vite possible. Enfin, pas dans le sens en mode c'est débarrassé, mais dans le sens où j'aime pas étaler mes sessions de jeu. C'est pareil quand j'ai joué à Cyberpunk 77, meilleur jeu de tous les temps. J'ai joué 100 heures en 10 jours, c'est pour vous dire en fait à quel point je centralise tout, et ça c'est peut-être une façon pour moi de montrer que d'une certaine façon je ne suis pas parfait, et que même si je mets des trucs en place qui me paraissent difficiles, des fois c'est très très dur de résister à la tentation. Après bon, à terme, mine de rien c'est un jeu que j'aurais fini dans tous les cas, donc je sais pas si l'impact au long terme change beaucoup. Je me cherche des excuses, vous avez vu ça? Je me cherche de fou des excuses. Mais c'est extrêmement dur pour moi de résister les premiers jours. Chaque soir, je me dis, ouais, je vais lancer un live. Non, allez, faut pas que j'en lance trop. Mais j'ai envie d'en lancer un quand même. Et passer les 2-3 premiers jours, après, je pourrais limite arrêter le let's play. Ça me poserait même pas de soucis parce que c'est derrière. Mais le tout début, c'est le plus difficile. Vraiment, gardez ça en tête. Vraiment. Vous en rendrez compte quand vous implémenterez des habitudes. Mais c'est vraiment ça le plus difficile. Et une fois qu'on passe cette première phase, franchement, après, c'est du gâteau. Et c'est pour ça qu'il faut pas casser les habitudes aussi. C'est pour ça qu'il faut pas les casser, et qu'après ça redevient aussi difficile. C'est comme je vous disais, pareil, les donuts, j'en fais régulièrement. Et pareil, les douches froides, j'ai essayé de m'y mettre régulièrement. À chaque fois, quoique les douches froides, c'est un peu plus simple au début, parce que je me rappelle que en vrai, la peur, elle est plus dans ma tête, la peur du froid, que réel. C'est plus de peur que de mal, comme on dit. Mais c'est toujours aussi dur de créer l'habitude, vraiment. Donc, gardez-la. Quand vous avez une habitude positive, gardez-la, vraiment. Il y a une chose qui est citée régulièrement, c'est Big Mo. Bon, on va pas revenir trop sur ce truc-là. Si vous lisez le livre, vous en entendrez parler tout le long. Mais en gros, c'est un peu genre la clé du succès, la route du succès. Comment faire pour être vers la route du succès? Il y a 5 étapes. 5 étapes qui sont listées ici. Premièrement, faire des nouveaux choix basés sur tes objectifs et tes valeurs centrales. Bon, ça, c'est quelque chose qu'on a vu. Je fais la traduction en même temps, donc mes phrases sont un peu hésitantes. Ensuite, mettre ses choix en action à travers des nouvelles habitudes positives, des nouveaux comportements positifs. Indéniablement, ça fait sens, c'est dans l'ordre des choses. Troisièmement, répéter ces actions qui sont saines suffisamment longtemps pour établir des nouvelles habitudes. Quatrièmement, construire des routines et des rythmes dans ta discipline journalière, quotidienne. Et cinquièmement, rester consistant suffisamment de temps pour que, effectivement, l'habitude, elle finisse par payer, qu'elle finisse par devenir une habitude inconsciente, et qu'elle finisse par être facile et efficace, et
attirer à vous le succès que vous méritez peut-être et que vous espérez surtout. Finalement, ça nous amène à un point ultra important. Si je vous l'apprends, il va falloir écouter encore pas mal de podcasts de développement personnel parce que ça c'est quand même un peu la base, mais pour atteindre le succès qu'on recherche, il y a 2 points clés qui sont indispensables. C'est la discipline et la régularité. Je crois que j'en parlais dans mon post d'aujourd'hui, où j'ai débloqué ma straddle planche, comme ça, pour ceux qui me suivent un peu partout, vous aurez le contexte du tournage. Donc ça, il n'y a pas de secret, c'est à travers la discipline et la régularité. Mine de rien, ça va faire 3 ans que je m'entraîne là dans moins de 2 semaines. 4 heures par jour, c'est vraiment pas énorme. 4 heures par jour, pardon, 4 heures par semaine, c'est vraiment pas énorme 4 heures par semaine. Vraiment. Dans le mois, ça fait moins de 20 heures. 16, 18 heures. 18 heures à peu près. Franchement, 18 heures par mois, on peut tous les trouver. 4 heures par semaine. Ça fait presque une demi-heure par jour, quoi. On peut tous la trouver. Franchement. Réellement. Et puis, je sais pas quand sortira ce podcast, mais peut-être qu'il y aura ma vidéo transformation en 3 ans qui sera sortie. Et si ça peut vous motiver, allez la voir. Ça peut peut-être vous donner un boost de motivation pour vos objectifs physiques. Mais 4 heures depuis chez moi, par semaine, pendant 3 ans, c'est faisable pour absolument tout le monde. Vous aurez peut-être des résultats bien meilleurs que moi, peut-être des résultats bien pires, ça dépend, on n'a pas tous la même génétique malheureusement, mais c'est faisable de fou. Et la clé, c'est pas l'équipement, c'est pas ma génétique, c'est surtout et indéniablement ma discipline et ma régularité. Il y a plein de domaines dans lesquels j'ai essayé d'avoir des résultats similaires, dans lesquels j'ai pas été discipliné et pas régulier, et je n'ai pas de résultats. Mais ça, c'est vraiment le domaine de ma vie, je crois, où j'ai été le plus discipliné et régulier depuis que je suis dedans. Avec YouTube aussi, mais régulier moins. Donc, indéniablement, c'est 2 éléments clés de la réussite, quel que soit le domaine. Bon, dans le sport, c'est assez évident. Autre chose qui est signalée, c'est que la routine a un pouvoir incroyable. Il cite l'exemple des militaires. La routine a un pouvoir incroyable, mais le fait de répéter quelque chose beaucoup de fois avec beaucoup d'occurrence, à tel point que ça devient presque une habitude, ça rend cette action beaucoup plus simple à mettre en place. Les militaires, ils restent ordonnés parce qu'ils ont fait des répétitions. Ils sont entraînés, routine, répétition, tous les jours, ils apprennent à, recharger leur arme, se mettre en position d'offense ou de défense, j'en sais rien, je sais pas comment ça se passe à l'armée, mais du coup, même quand ils sont en plein milieu du chaos pas possible, franchement, qui peut trouver un exemple de chaos plus énorme qu'un champ de bataille, ils arrivent à le faire de manière ultra spontanée, ultra évidente et presque les yeux fermés parce que ça a été une routine, ça a été fait un nombre de fois incalculable, c'est devenu une habitude et donc quel que soit l'environnement, ça devient facile de le faire. Et ça, c'est un des pouvoirs de la routine aussi. Et un autre point qui est intéressant aussi, pour avoir le contrôle au réveil et au coucher, parce que même si ta journée, elle était chaotique, tu peux pas forcément tout maîtriser, même si on essaie de prendre la responsabilité de tout, tu peux pas forcément toujours tout maîtriser. S'il y a des bouchons, aujourd'hui, c'est un très bon exemple. Un trajet de 25 minutes, on l'a fait en 1h10, parce qu'il y avait énormément de bouchons. Alors oui, on aurait pu partir. Alors, la partie où on peut prendre la responsabilité, c'est de se dire, j'aurais pu prévoir qu'il y aurait un accident. Non, mais j'aurais pu partir grave en avance. En général, je partais grave en avance. Au début d'année, j'arrivais 20 minutes en avance pour aller bosser. Des heures sup qui n'ont pas été payées. Bref, ça c'est mes problèmes perso, mais bon, bref, peu importe. J'arrivais toujours 20 minutes en avance. Bon, j'ai arrêté à force parce que je me rendais compte que je perdais 20 minutes par jour et que c'était pas super worth, clairement même. Mais c'est la partie où je prenais la responsabilité entière de si jamais il y a un problème sur la route, j'arriverai quand même à l'heure. Bon, après, là, pour le coup, il y avait plus de 20 minutes de retard sur la route, mais ça, c'est la partie où on peut prendre responsabilité. Mais il y a parfois des facteurs qu'on ne contrôle pas. Pour autant, on peut finir notre journée en ayant eu l'impression de la maîtriser. Si on en maîtrise le début et la fin. Un bon livre, en général, il y a une bonne fin. Un bon film, il y a une bonne fin. Si la fin, elle est nulle à chier, ton film, il aura peut-être été sympa et encore, mais pas tant. C'est pareil, ta journée, c'est ultra important en fait, c'est comme les vidéos YouTube, il faut avoir une très bonne intro et une très bonne outro, et là la vidéo 1, elle percute et elle garde les gens, et 2, elle reste en tête, et les gens se disent, waouh, elle est incroyable. Donc avoir une routine du début et de fin de journée, juste après le réveil et juste avant le coucher, ça peut être intéressant, c'est quelque chose que j'ai pas mal mis en place à une époque, que je fais plus trop, mais d'aller lire, puis d'aller m'étirer avant d'aller me coucher, et le matin j'ai pas forcément de routine, enfin si je bois 2 grands verres d'eau, je prends mon petit déj, et
je vais vraiment faire ma morning routine là. Enfin bref, c'est à peu près ça. Donc mes matins se ressemblent beaucoup, mes fins de journée se ressemblent beaucoup, la journée souvent se ressemble beaucoup parce que je fais beaucoup de montage, mais au final, ça aide déjà à tenir ce rythme de sommeil parce que ton corps est habitué que quand il se passe ça, hop, après c'est dodo, ou avant c'était dodo et là on attaque une journée. Donc déjà de ce côté-là, ça peut aider. Et puis ça permet d'avoir la sensation de contrôler sa journée. Et ça, c'est vraiment cool. Et d'une certaine façon aussi, bon, on va pas rentrer dans les détails techniques, mais de la même façon qu'au sport, si tu fais toujours les mêmes choses, il y a un moment où tu vas stagner, les routines, il faut aussi les adapter. Il y a un moment où elles vont plus apporter de résultats. Donc il va falloir faire plus, faire mieux, ou faire différemment, mais c'est important de les adapter, forcément. Encore une fois, il faut y aller progressivement quand on met en place ces routines, même si en général on peut avoir le feu, on peut avoir l'envie. J'en discutais l'autre jour avec mon tuteur de stage, qui me disait mais mec c'est un truc de fou, alors ça m'a fumé, mais c'est un truc de fou que tu réussisses à laisser pousser tes cheveux et à atteindre, en fait là depuis quelques semaines je me suis fixé l'objectif de ne pas me les couper pendant 1 an, ça fait quasiment 8 mois là que c'est commencé, donc je pense qu'on est bien parti. Et il me disait mais mec c'est un truc de fou et tout, moi de temps en temps j'ai envie et finalement j'abandonne au bout de 2 semaines parce que j'ai trop envie un jour et au final une semaine après je fais ouais bof et 2 semaines après voilà. Mais il est grave BG, il pète la classe donc ça va, on lui pardonne. Mais je suis pas mal comme ça, comme pareil, je reprends mon exemple du 1er janvier où j'ai voulu mettre plein d'habitudes en place. On peut avoir le feu, ça peut arriver qu'il y ait des jours où on soit à fond. Et c'est pareil, je vais reprendre un exemple perso, mais enfin un truc qui me parle pas mal, mais dans le sport, ça arrive que des fois, tu passes une figure, tu passes une perf qui sort de nulle part, tu t'y attendais pas, tu passes ton max sur un mouvement, tu débloques un mouvement. Il faut jamais se dire à ce moment-là que c'est acquis. Parce que on peut avoir des bons jours. On peut avoir des mauvais jours aussi, mais on peut avoir des bons jours où on est grave étonné par notre motivation, par notre force, par notre énergie, par ce que vous voulez, mais il faut pas les prendre comme acquis. Et malheureusement, souvent, on les prend comme une fin en soi et comme le point de référence, alors qu'on ne devrait pas. Le point de référence, c'est pas la motivation que je vais avoir sur une journée. C'est comment je vais réussir à la maintenir dans le temps. Et pareil pour ma performance. Ça peut arriver, moi ça m'est arrivé de taper des perfs, traction à un bras typiquement, j'arrivais à la faire il y a 2 ans, et depuis, je l'ai toujours pas. Parce que j'étais dans un grave bon jour, il faisait bon, il faisait chaud, j'étais en forme, j'avais l'envie, j'avais la motivation, je l'ai passé tranquille, c'est comme si, j'étais là en mode, mais comment ça se fait que je la passais pas avant? Genre là, j'avais l'impression de m'envoler. Et depuis, je m'envole plus, quoi. J'ai pas pris tant de poids pourtant, mais faut pas se fier à ces élans de performance, ces élans d'envie, ces élans de motivation. Il faut maîtriser ce feu et le faire tenir. Encore une fois, je sais pas combien de fois je l'ai noté, mais combien de fois il l'a noté dans son livre. Ça coûte beaucoup d'énergie de commencer, puis de s'arrêter, puis de reprendre. Voilà. On parle de reprendre aussi. Comme j'ai dit, encore une fois, couper une habitude, puis s'y remettre, c'est extrêmement difficile. Et pareil, exemple perso, mais j'ai beaucoup de phases où je bosse énormément. Enfin, énormément, après on s'entend, tu vois, mais en général, là par exemple, de octobre à février, je bossais à peu près entre 60 et 100 heures par semaine, avec une moyenne de 70-75, je pense. Donc j'étais à fond, tout le temps. Et là, depuis mars, en vérité, je bosse un peu, et c'est là que c'est intéressant d'avoir les stats de mon tracker, mais j'ai l'impression de rien branler de mes journées, parce que je me suis pas mal laissé aller, donc là j'arrive à me remettre dedans, mais c'est dur, et j'ai souvent ces phases-là, parce que je suis très extrême comme gars, et quand j'arrive à voir ce feu, cette flamme, souvent j'arrive à l'entretenir suffisamment, parce que c'est des trucs que je connais. Me mettre à bosser énormément sur des montages, sur des vidéos, des lives, ou des je ne sais quoi, des podcasts, c'est quelque chose que je fais, et vous l'avez certainement vu dans la régularité de ce podcast. Il y a des fois où pendant 2 mois je vais vous poster un épisode par semaine, il y a des fois où pendant 3 mois il va rien avoir du tout. D'ailleurs là, c'est 3 mois qu'il n'y a rien je crois à peu près. Donc on est plutôt dans cette phase là. Du coup c'est super dur de reprendre, parce que des fois, au bout d'1 mois sans podcast, je me dis putain il faut que je reprenne les podcasts. Et ça me prend quand même 2 mois avant d'en refaire. Bon après il y a pas mal de... On prend la responsabilité, on a dit, mais en général, j'ai envie de vous faire des podcasts avec des invités, parce que les podcasts tout seul, je sais que ça vous plairait, parce que les lives, ça vous kiffez, mais j'ai envie d'utiliser ce podcast comme plateforme pour avoir des invités, et pour parler avec quelque chose qui m'enrichit, que ce soit à travers un livre, une lecture qui m'a enrichi, ou avec une personne qui va m'enrichir à travers l'échange, et que j'espère enrichir aussi en retour, tant qu'à faire.
Et donc du coup, il y a ça qui dépend pas de moi, mais en vérité, ouais, bref, faut prendre la responsabilité, mais c'est pour ça que donc c'est difficile de reprendre, même si on en a l'envie, même si on en a l'habitude, recréer cette habitude et recréer l'effort pour régénérer cette habitude, c'est difficile. Donc c'est plus durable de faire d'une traite, même si c'est lentement. Pareil, en termes de course, vaut mieux courir tout le temps au même rythme, même si c'est un rythme tranquille, que de faire des sprints de 100 mètres tous les 100 mètres, et puis après cracher ses tripes, et puis après refaire un sprint, etc. Certes, on a l'impression d'avancer super vite, mais au long terme, on aurait pu économiser de fou d'énergie, que ce soit mentale ou physique, mine de rien, dans la plupart des phases, que ce soit en productivité ou autre, quand t'es dans une phase où t'arrives à rien, où t'as envie de rien, enfin t'as envie de faire les choses mais t'y arrives pas, c'est ultra usant et c'est ultra déprimant. Et donc voilà, c'est l'expérience qui parle. Et puis, une chose qui fait directement écho à ça, on segmente un peu tous nos vies. On a la phase de boulot, puis la phase de vacances. La phase productive, puis la phase de Netflix, par exemple. Je sais pas, quand il fait moche dehors, on n'a pas envie de bosser. Bon bah voilà, on va passer la journée. Je n'ai pas Netflix, je suis fier de moi. Jamais je n'installerai ce truc. Même si des potes me l'offrent, non, c'est non. C'est la porte à tous les abus de ma part. Vous me connaissez trop bien, ne m'offrez jamais ça. Bref. On segmente souvent notre vie. Et ça fait écho directement à ce que je disais avant. C'est beaucoup plus intéressant de créer une habitude, de créer des choses durables et tenables dans le temps, même si c'est par exemple 20 minutes de Netflix tous les jours, et je sais pas, 20 minutes de boulot tous les jours, peu importe. Mais vaut mieux ça que un jour sur 6 faire 10 heures de boulot. Enfin non, bon, ouais, on s'est compris. Ouais, mais je suis pas bon en maths. Bref, vaut mieux ça que un jour sur 6 faire 5 heures de boulot, et un jour sur 6 faire 5 heures de Netflix. Vaut bien mieux ça. Ça permet d'avoir des résultats bien plus stables et d'avancer dans une direction bien plus durable et bien plus tenable à long terme. Et du coup, c'est ce que j'ai noté après en termes de réflexion perso. Je pense que je vais intégrer des phases de divertissement un peu plus dans mes cycles de productivité, parce qu'il y a vraiment des jours où, genre réellement, je me lève, il est 8h du mat, je vais faire que du montage toute la journée, et avec juste une pause pour manger évidemment, et une pause pour faire un entraînement éventuellement, si je m'entraîne, et si je m'entraîne pas, je vais juste faire du montage, mais je peux vraiment me lever à 8h du mat, prendre mon petit déj, à 8h30 je suis devant mon montage, jusqu'à 12h30, 12h30, 13h je mange, 13h, 16h je fais du montage, mais genre vraiment non-stop, parce que je rentre dans cet état de flow grave facilement quand je suis dans ces phases-là, et c'est ouf, c'est vraiment ouf. Sauf que je sais que ça, je peux pas le tenir pendant des mois et des mois. J'ai essayé là sur ces mois derniers, comme je te disais, d'être très productif, et ça m'a beaucoup réussi, en tout cas en termes de productivité, mais mentalement c'était super usant, j'ai rarement été aussi fatigué, épuisé, et surtout mentalement, parce que physiquement ça allait presque à peu près, mais mentalement j'étais à bout, au bout de mes limites, et je savais que je ne pourrais pas tenir ça au long terme. Je reportais à chaque fois, je me disais, faut que je prenne un max d'avance, et j'ai bien réussi parce que fin février, voire début mars, j'étais bon en termes de vidéos jusqu'à début juillet. J'avais une vidéo par semaine jusqu'à début juillet qui était prévue, qui était tournée, il me manquait juste la miniature et le titre, et donc bref, j'ai pris une avance colossale, ce qui fait que pendant 2 mois là, du coup, j'ai quasiment rien branlé. Donc au final, je me rends pas service tant que ça. J'aurais mieux fait d'équilibrer un peu plus, comme ça, cette phase où j'ai rien branlé, j'aurais eu plus d'estime de moi, parce que quand je branle rien, j'ai aucune estime de moi. Et dans les autres phases, je me serais ménagé un peu plus. Donc l'équilibre est vraiment la clé. Et ça, je me rends compte de plus en plus. On arrive au dernier chapitre, le chapitre 5, je crois que j'ai pas cité le chapitre 4, je sais plus qu'est-ce que c'était, mais bon, bref, on arrive au chapitre 5, qui sont les influences. Et là, on va parler de choses qui sont vachement intéressantes, notamment le pouvoir de l'environnement. Il faut faire gaffe à ce à quoi on s'expose, notamment de quoi on nourrit notre corps et notre esprit. Ça, c'est ultra important. Alors, un exemple qui cite, et qui me parle beaucoup aussi, c'est les médias, notamment. Les médias d'information, que ce soit le journal télé, la radio, etc. Il dit que ça, c'est bourré de biais de négativité, on ne balance que des infos négatives, donc forcément le monde, tu vas le voir de manière négative. Franchement, des fois, quand j'ai discuté avec des gens, j'ai l'impression que genre la fin du monde, c'est demain, quoi. Alors que moi, genre, je le savais pas. Tu vois, c'est un truc de fou, parce que c'est vraiment incroyable, parce que j'ai des gens qui pop, des fois, et ils me sortent des trucs, genre, entre le premier tour des présidentielles et le deuxième, mes darons étaient là en mode, on va entendre parler que de ça, que de politique tout le temps. Je n'ai pas entendu parler de politique, les frères. Parce que je sais pas si je devrais être fier, mais je ne m'informe pas. J'ai pas de
de canaux d'information qui me bombardent des trucs. Et au final, du coup, j'entends pas tous ces petits trucs, genre oui, un crime a été commis pas loin de chez vous, il y a eu un viol l'autre fois dans ta rue, enfin bref, j'entends pas tous ces trucs-là. Et bordel, ça m'économise beaucoup d'espace mental, et même en termes de vision du monde, déjà, ça m'économise du temps de fou, mais à un point, vous n'avez pas idée, vraiment. Et même, genre, on est beaucoup plus optimiste, genre vraiment, on est tellement plus optimiste. Et c'est sûr que si tu donnes du grain négatif à moudre à ton cerveau, il va te pendre du négatif. Tu auras des pensées négatives toute la journée et tu auras des pensées axées sur ce que tu lui donnes. Quand tu manges de la merde, quand ça va ressortir, ça va être moins agréable. Je suis vraiment en train de faire des métaphores comme ça là. Bref, tu peux pas t'attendre à ce que ton eau elle se transforme en vin, tu vois. On n'est pas Dieu. Si tu bois du vin tout le temps, tu vas être bourré tout le temps. Si tu bois de l'eau tout le temps, tu vas être normal tout le temps, j'en sais rien. Je sais pas, ou tu vas te sentir bien parce que l'eau c'est cool quand même. Mais ça va pas. Enfin, tu peux pas t'attendre à avoir les effets de l'un si tu bois l'autre. C'est logique. Et c'est de la même façon, peu importe comment on boit, comment on se nourrit, ce qu'on donne comme nourriture mentale à notre cerveau, c'est le même principe. Si tu lui donnes du négatif tout le temps, il va broyer du négatif. Si tu lui donnes de l'actualité tout le temps, il va penser qu'à l'actualité. L'actualité pour ce que ça apporte en productivité, franchement, c'est ce dont il parle aussi un peu après. On en arrive aux mêmes conclusions sur le fait que l'actualité, il y a peut-être un millième des actus qui sont balancés qui auraient un impact sur un business potentiel, mais comme j'ai pas de business, ça va, du coup je peux ne pas me renseigner. Donc voilà, les médias d'information en général, moi je déconseille énormément. Chacun fait comme il veut, mais apparemment il déconseille également. Donc pareil, pour rester dans cette idée de nourriture mentale, il explique que tes pensées elles sont influencées par ce que tu regardes et ce que tu entends. Donc c'est important de bien les choisir. Moi j'ai choisi que les infos ça me servait à rien du tout, que la télé ça me servait à rien du tout. Je sais pas combien de siècles ça fait que j'ai pas regardé la télé, mais enfin pas en siècle mais en années plutôt. Et c'est super important. Et donc je choisis les informations qui viennent jusqu'à moi à travers des trucs tout cons. Ça peut paraître super simple, mais mine de rien, je choisis les chaînes YouTube. Et tous les 6 mois, je fais une review de toutes mes chaînes YouTube auxquelles je suis abonné, et je les vire, parce que toujours t'as des petites phases en 6 mois où genre, je me laisse un peu aller, et puis cette chaîne de divertissement elle est cool quand même. Et je les vire, en fait. Je les vire parce que à long terme, ça me sert à rien du tout. Et le fait de l'avoir dans les choses auxquelles je m'expose, donc dans mon environnement d'une certaine façon, ça m'influence directement. Même si j'ai l'impression de ne pas le voir, même si j'ai l'impression que c'est minime, je sais que ça m'influence. Et parce que je le sais, mais parce que j'ai pris le temps de faire ces listes de trucs qui m'influencent, de time tracker ce que je fais de mon temps, là je le vois. Et je vois l'impact que ça a. Et contrôler son environnement, ça facilite énormément les prises de décision, ça facilite, même en termes de pouvoir de volonté. Par exemple, pareil, je vais reprendre l'exemple, mais lundi on nous a offert des chocolats à toute l'équipe, ce qui est super sympa, mais j'ai énormément de difficultés à résister à la tentation. Donc ce que je fais, c'est que je ne m'expose pas à la tentation, en fait, tout simplement. Je ne me laisse pas de tentation possible. Donc sur mon ordi, pas de chaîne YouTube d'abonnement, de divertissement. Parce que je sais que si je vois une vidéo de divertissement pop dans mes abonnements, je vais avoir envie de la regarder. D'ailleurs, il faut que je réfléchisse à me désabonner de 2-3 chaînes. Là. Je vais peut-être faire une review de mes chaînes d'abonnement là juste après. Mais c'est ultra important. Pareil, je sais que bon, ces temps-ci, j'ai beaucoup craqué sur le chocolat. Mais je sais que le chocolat, si on en a à la maison, putain, je vais bouffer que ça. Donc, je m'assure qu'on n'ait pas de chocolat en le mangeant totalement. Non. Je m'assure qu'on n'ait pas de chocolat ou que je ne le sache pas, au pire. Et bon, là, pour le coup, dans la maison familiale, j'ai peut-être un peu moins de contrôle, mais à mon appart, dès que mes parents me mettaient éventuellement, je sais pas, des petits des gâteaux ou autres, je me rappelle que un de mes desserts préférés, c'est le kouign-amann. Mais les gars, en termes de longévité, plus tu manges de kouign-amann, plus tu perds d'années de vie, mais directement. C'est décompté directement en années de vie par kouign-amann. Je peux vraiment les engloutir, 1 kilo de kouign-amann, ça me fait vraiment un dessert. Je suis addict, ok. Mais je sais que je suis addict. Et donc, pour éviter de m'exposer à la tentation, de forcer ce muscle de pouvoir de volonté, de résistance et de discipline, plutôt que de le faire travailler dans le vide pour rien, j'empêche de travailler. J'empêche la tentation d'exister. Et ça, c'est giga important. Et c'est une façon de contrôler ton environnement qui revient finalement à te contrôler toi, parce que ton environnement ne devient plus qu'un moyen pour arriver à tes fins.
Et ça, c'est ultra important à comprendre, et c'est vraiment un des points clés. Je pense que si je devais proposer un conseil qui est le plus simple à mettre en place et qui apporte le plus facilement des résultats, c'est vraiment de contrôler son environnement. Pareil, j'ai une gourde de flotte à côté de moi, une gourde d'1,5 litre qui est salement amochée. Pourquoi j'ai une gourde d'1,5 litre? Parce que je sais que boire c'est important, et à un point, mais vous n'avez même pas idée, c'est vraiment un truc de fou. Peut-être qu'un jour, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus, mais je crois que la vidéo elle durerait une demi-heure si je devais énoncer tous les points pourquoi c'est important de boire. Donc, je me mets une gourde toujours dans mon champ de vision, et toujours dans mon champ de vision. Du coup, mon champ de vision sait qu'il y a de l'eau à disposition. Et donc, hop, en un coup de main, je peux ouvrir la bouteille et boire un coup. Et hop, je me rapproche de mes objectifs physiques. Je facilite la perte d'inflammation dans mon corps. Je rends service à ma santé, je rends service à ma récupération, à mon humeur. J'évite de me dessécher parce que j'ai dû perdre 3 litres en sueur. C'est incroyable. Pas de perdre 3 litres en sueur, mais de contrôler son environnement. C'est un outil exceptionnellement puissant. Réellement. Et il pose également une question. Si tu veux être productif, qui est-ce qui a une longueur d'avance? La personne qui, dans sa voiture, écoute la radio, ou est-ce que c'est la personne qui va écouter des podcasts de développement personnel, comme celui-ci? Potentiellement, comme RQLV. Hein? Qui est-ce qui va être le plus en avance? Celui qui s'abonne à RQLV? Ou celui qui va acheter son journal tous les matins? Je crois que le choix est vite fait. En plus, il y en a un qui est gratuit, donc je pense que gratuitement on peut avoir une longueur d'avance, ça peut valoir le coup. Moi je ne veux pas influencer votre choix, mais si je peux influencer votre environnement, je prends. Bref, voilà. Et il dit même quand il conduit, quand il sort son chien, quand il s'entraîne, ou celui qui commence sa journée en lisant le journal. Donc clairement, la réponse est assez évidente. Je vous laisse la deviner parce que je ne veux pas vous influencer, mais voilà. Et ce qui explique aussi, c'est qu'il y a des trucs qui sont importants. Limiter l'exposition par choix, du coup, logique. On y sera exposé, donc notamment à l'aéroport, par exemple, on va être exposé aux infos, que ce soit avec les télés ou autres. On va entendre des gens en discuter autour de nous, forcément, mais on peut limiter l'exposition volontaire. On peut ne pas en rajouter. Ce qu'il disait, c'est assez fou d'ailleurs. Je sais pas combien nous on a, mais les Américains ils passent 33 heures par semaine sur la télé. Enfin, genre devant leur télé, mais c'est énormissime. Je sais pas de quand datent ces chiffres, mais ça me paraît vraiment énormissime. Genre, c'est ouf. Vraiment, c'est colossal. C'est vraiment énorme. Et donc, choisir ça, et c'est pareil, ça fait écho à l'effet cumulé et au pouvoir des habitudes. Choisir à quelles influences on s'expose, c'est ultra important. Et il y en a qu'on peut pas contrôler. Mais encore une fois, on va aller chercher lesquelles on peut contrôler. Parce que c'est celles-ci qui vont avoir un impact. Ce qu'il explique aussi, c'est que si on écoute un podcast à chaque fois qu'on prend la voiture, pour l'américain moyen, ce qu'il disait, c'est qu'en gros, ça ferait 300 heures d'écouter par an, ce qui est énorme. Et moi, vu que j'écoute en x2, ça compte double. Let's go, gang gang. Ça fait 600 heures par an, du coup, pour moi, par exemple. Enfin, 300 heures en x2, bref, on s'est compris. Ce qui équivaut, en termes de choses apprises, à 2 semestres en cours, en gros. Je me demande si c'est peut-être... quoi que si, ça doit être ça, vu que les semestres sont assez courts quand même, il y a genre 4 mois avec 20 heures par semaine, max. Ouais, à l'université, on bosse pas beaucoup. Ouais. Donc, c'est énorme. Genre, juste, à chaque fois que tu prends la voiture, tu mets un podcast dans ta radio, dans ton, je sais pas, dans ton enceinte, moi ce serait plutôt mon enceinte, et c'est comme si, genre juste, en rajoutant ça, parce que ta voiture, globalement, si tu dois te déplacer, tu dois te déplacer, quoi. C'est pas un truc que tu rajoutes, c'est juste, t'adaptes ton environnement, t'optimises ton temps, et rien qu'avec ça, c'est comme si t'avais passé une année à l'université. C'est un truc de fou. T'as rien fait de plus, quasiment, et pourtant t'as gagné l'équivalent d'un an de taf à l'université. C'est ouf. Franchement, c'est incroyable. C'est exceptionnel. Et quand j'ai vu ça, j'étais en mode, oh, putain, je suis fier d'écouter des podcasts tout le temps. Vraiment tout le temps, j'en mets. Donc les gens me demandent pourquoi je n'écoute pas de musique, et c'est parce que j'écoute des podcasts tout le temps. Et je dois en avoir 70 là dans ma liste d'attente là sur mon appli. Donc réellement, ça fait la diff. Ça fait la diff plus. Donc faites ça. Enfin, vous pouvez faire ça. C'est intéressant. Et on arrive aux deux derniers points. L'avant-dernier, c'est la notion d'influence dans l'entourage et l'importance de bien le choisir aussi pour aller dans la direction qu'on veut. J'ai noté des exemples perso, des trucs qui me parlent. Je pense que c'est peut-être intéressant que je parle d'exemples perso à chaque fois, parce que les exemples qu'il a cités, vu que le livre je l'ai fini il y a 1 semaine et demie, 2 semaines,
Ils sont plus super près dans ma tête, et j'ai un peu galéré, j'avoue. Mais par exemple, moi j'ai aucun pote qui est dans le même délire que moi. Et enfin, dans le délire entrepreneuriat et tout ça. Enfin, on s'entend, je parle de potes IRL, comme diraient les jeunes. Donc des potes que je vois dans la vraie vie, des connaissances que je fréquente, quoi, ou que j'ai pu fréquenter éventuellement et avec qui j'aurais gardé contact. Parce que la plupart de mes viewers sur Twitch et des personnes qui écoutent ce podcast peut-être aussi, sont des personnes qui ont souvent les mêmes modes de pensée que moi, les mêmes centres d'intérêt, et parfois la même démarche, que ce soit créative, que ce soit entrepreneuriale. Donc, c'est super intéressant, mais j'ai extrêmement peu, voire aucun pote qui est dans cette démarche-là, que je connais en tout cas, j'ai pu fréquenter, à qui j'ai pu serrer la main, quoi. Un pote physique, on va dire. Et c'est fou, que je suis vraiment le seul que je connaisse physiquement qui a cette régularité d'entraînement, cette régularité de création de contenu et cette envie d'entreprendre. Et c'est ouf, parce que je suis vraiment super isolé, mais à la fois, quand on parle d'importance de l'entourage et de l'environnement, alors certes je sors peu, peut-être que ça peut jouer, ça peut jouer, je sors assez peu, je passe plus de temps à bosser qu'autre chose, mais je me laisse du coup très peu influencer, parce que je refuse ces influences. Je m'y expose peu, alors ce qui veut pas dire que c'est des mauvaises influences, hein. C'est juste des influences qui me permettent pas d'aller dans la direction que je veux. Donc je m'y expose peu, et je les refuse du mieux que je peux, parce que les premières années, je peux parler en termes d'années maintenant que ça fait 2 ans que j'ai arrêté l'alcool, la première année c'était super dur de refuser un verre, parce que mes potes étaient là en mode bah ouais mais on s'amuse et tout, on est jeune, vas-y on se fait plaisir. Ouais mais non. Et c'était super dur de... C'est vraiment la puissance de l'environnement fait toute la différence. Et ça m'a forcé d'une certaine façon, c'est cool aussi que je sois tout seul à faire ça, parce que ça m'a forcé à développer une résilience et une motivation et des raisons profondes de faire ça, des valeurs profondes extrêmement fortes auxquelles je peux me rattacher, qui sont des repères super importants, comme des phares qui brillent de plein feu dans la nuit. C'est fou, c'est beau ce que je dis, c'est fou. Et c'est quelque chose que je pense j'aurais pas autant développé si j'avais eu un environnement qui m'encourageait à aller dans cette direction. Mais d'une certaine façon, si on regarde, alors peut-être pas en termes de potes, mais en termes de temps passé, et là on fait directement le lien avec le dernier point, qui est que apparemment, bon, ça a été beaucoup débattu et beaucoup mis en contraste, mais on serait la moyenne à peu près des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Donc ce qui invite à faire, c'est faire un bilan justement de ces 5 personnes pour voir quelle serait la moyenne du coup qui se tirerait de ces 5 personnes, que ce soit en termes de centre d'intérêt, d'opinion, que ce soit politique, sur la vie, de philosophie de vie, etc., de style de vie également, ça peut être de revenus aussi, ça peut être de milieu professionnel, d'ouverture d'esprit, ça peut être de plein de trucs. Faire l'avatar type qui serait la moyenne de ces 5 personnes, et se demander si c'est la personne qu'on veut être. Et sinon, quelle serait une personne qu'on pourrait remplacer. Oh, c'est dur, il y a comme ça, mais quelle personne de ces 5 on pourrait remplacer éventuellement pour être exposé à quelque chose qui va plus nous amener dans la direction qu'on veut. Et là, on rentre sur une partie qui peut faire un petit peu plus débat éventuellement, qui est l'entourage social, les personnes qu'on accepte autour de nous et qui nous entourent. Je pense que c'est important de garder de la diversité, mais il y a beaucoup, et peut-être que, je sais pas, je changerai d'avis dans les années à venir, on sait pas, hein. Mais de plus en plus, j'ai énormément entendu des mecs de dev perso dire que voilà, s'il y a des gens qui nous tirent vers le bas, il faut les virer de notre vie. J'ai ban des gens IRL de ma vie, souvent des gens qui étaient très trolls, très fermés d'esprit, et que j'avais vraiment ni intérêt ni fun à fréquenter dans ma vie, qui étaient plus des potes de potes, que j'apprécie vite fait, mais pas forcément plus que ça. Eux, j'ai pas eu trop de problème à les ban dev de ma vie, mais contrôler son environnement, dans tous les cas, c'est important. Donc, du point de vue social, c'est important aussi. Et d'une certaine façon, je suis pas certain qu'on soit la moyenne, je suis même certain qu'on soit pas la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, parce que sinon je ne serais pas du tout la personne que je suis aujourd'hui, mais je pense qu'on est peut-être la moyenne des 5 influences qu'on fréquente le plus, ou qu'on voit le plus en termes d'effectifs. Parce que je regarde indéniablement beaucoup plus certains quelques youtubeurs que je ne discute avec mes potes, et c'est des youtubeurs qui me tirent, que ce soit youtubeurs, influenceurs, peu importe, un podcasteur ou autre, qui me tirent bien plus dans la direction dans laquelle je veux aller. Et donc, au final, on peut aussi choisir, si on veut garder ses potes, son entourage, ce qui je pense est parfois une bonne chose, on peut choisir de s'exposer plus
à des influences qui nous tirent dans la bonne direction. Enfin, dans la direction dans laquelle on veut aller. Est-ce que c'est la bonne, ça? Le temps nous le dira, finalement. Et je me suis noté que, du coup, comme je le disais, perso, j'avais pas la facilité et le soutien de l'entourage en termes d'environnement, je veux dire, hein, l'entourage social. Et je pense du coup que ça me rend beaucoup plus fort et résilient, mais il faut s'accrocher et avoir l'envie en fait. Avoir l'envie, avoir une vraie raison de faire les choses. Et l'environnement joue un rôle indéniable là-dessus. Donc, même si on peut se dire que notre environnement on le contrôle pas, il faut prendre pareil cette part de responsabilité et modifier l'environnement pour qu'il nous pousse le plus possible dans la direction. Je pense qu'on a fait le tour. Je crois que c'était un podcast très désordonné. Je suis désolé pour ça. J'aurais dû attaquer ce podcast bien plus tôt, mais pareil, je l'ai reporté parce que je suis un loser des fois. Ça arrive. Non, ouais. Je vais pas raconter ma vie, bref. C'est un peu la loose, j'ai trop reporté certains trucs. Et je suis content de faire ce podcast, même si c'est loin d'être mon meilleur, je pense. Surtout pour un retour sur lecture. J'avais placé la barre très haut avec 12 règles pour une vie, je pense. Mais comme quoi, voilà, je pense que c'est une excellente conclusion. Je me suis estimé comme un loser là pendant 2 mois parce que je ne branlais rien. J'ai fait un podcast, c'est loin d'être le meilleur, mais je l'ai fait. J'ai fait ce premier pas, qui est le plus difficile parce que je me dis ouais, mais j'ai plus l'habitude, ça va pas être confortable, ça va pas être facile. Et je l'ai fait pourtant. Donc ça c'est cool, c'est ce qu'il faut retenir, c'est l'action, pas ce qu'on en dit. Certes ça pue la merde, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que le podcast n'était pas ouf, peut-être qu'il était tout décousu. Décousu, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce terme. Peut-être que si je l'avais fait il y a une semaine, il aurait été bien mieux, j'en sais rien. Mais ce que je vois, c'est qu'au final, je l'ai fait. Et je vous invite également à faire de même et à mettre des actions en place. C'est pareil, quand je me suis lancé sur YouTube, ma première vidéo, elle puait la merde. Je n'étais pas conscient à l'époque, c'est vrai, enfin pas trop. Mais elle puait bien la merde. Hein. On l'a bien regardé il y a pas si longtemps, là, vu que ça faisait 5 ans en décembre. Et ouais, ça puait bien. Et c'est sûr, et pareil, votre entraînement, le premier que vous ferez, vous aurez l'impression d'être nul à chier. Et 5 ans après, vous vous direz que vous étiez nul à chier, mais on s'en fout complètement parce que 5 ans après, si vous avez pas commencé, vous vous direz toujours autant que vous êtes nul à chier. Alors, c'est peut-être un peu cru comme langage, je suis désolé. Mais on s'en fout de là où on commence. On s'en fout de ce par quoi on commence. On peut faire un pas de traviole, on peut faire un pas hésitant, on peut faire un pas tremblotant. L'important c'est de faire un pas. Et ça c'est fou. Parce que c'est très stylé ce que je viens de dire. J'ai envie de faire un pas alors qu'il est 22h, faut peut-être dormir aussi, mais je vais vous laisser là-dessus, à méditer, mais pas trop longtemps, faites surtout les pas, même s'ils sont hésitants. Bref, passez à l'action, ce livre n'hésitez pas à le lire, il est vraiment cool, il est super bien écrit, je l'ai vraiment dévoré. Pour ceux qui ont beaucoup d'envie de lecture, ou qui lisent beaucoup, ou qui ont envie de beaucoup lire, je mets toutes les références des livres que je lis, quasiment toutes les références des livres que je lis et qui sont bien, qui me plaisent plutôt, sur mon Instagram. Je vous laisse le lien en description parce qu'il va certainement changer prochainement. À l'heure actuelle, c'est Timothée_SW, sauf que personne ne sait écrire Timothée, très peu de gens. Du coup, je vais le changer, je pense. Donc, regardez le lien en description. J'ai 2 Insta différents. J'en ai un où ce sera marqué coaching, c'est pour tout ce qui va être demande de coaching quand je serai diplômé, et un Insta principal où ça va pas être précisé, ça va juste être Instagram. J'y partage, vous verrez en story à la une, mes lectures et mes lectures préférées. Donc voilà, je fais une outro carrément à rallonge. J'espère que le podcast vous a plu. Si vous en êtes à ce moment-là, n'hésitez pas, si vous a plu, à aller laisser une petite note, un petit like. Vous connaissez, ça me fait plaisir, ça ralasse, ça prend 3 secondes, et moi, ça me régale et fait cumuler, mine de rien. 3 secondes du temps de chacun, ça me fait une explosion énorme sur mon podcast. C'est fou, c'est génial. Bref, mettez l'effet cumulé en place, mettez-le à votre avantage et arrêtez de le mettre à votre désavantage. C'est fou ce que je raconte. Il faut vraiment mettre fin à ce podcast. Donc bref, je vous remercie de m'avoir écouté. On se dit à la prochaine, je ne sais pas quand. Et puis voilà, n'hésitez pas à aller checker les anciens podcasts. Il faut vraiment que je finisse ce podcast. Il faut que j'arrête de faire une outro à rallonge. Donc, ciao, bonne soirée, bonne journée, bonne journée. Ouais, allez, ciao, salut.